Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'AS Foot. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un prime time assez spécial puisque nous recevons Monsieur Jules Koundé, récent vainqueur de la Ligue Europa avec le FC Séville il y a 48 heures de cela, si je ne me trompe pas. 72 plutôt. Contre qui déjà? Contre qui? Je sais pas, j'ai oublié perso. Oh, il a caché tous ses maillots derrière en plus. Non, bah, il y a eu la finale, je laisse la finale de Ligue des Champions. On laisse les mauvais souvenirs derrière. Bon, bah les gars, comme Ouais. vous avez pu le voir, on est avec Monsieur L'Intéris, bonsoir. Bonsoir. Avec Monsieur Nando Chachalana. Salut. Et avec notre ami Valentin Rodriguez. Salut tout le monde. Bon, les gars, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir et comme on a pu vous le teaser, nous allons recevoir Jules Koundé dans une deuxième partie d'émission qui arrivera vachement plus vite que les dernières, puisque normalement, nous sommes avec Jules dans une vingtaine de minutes. Donc aujourd'hui, les gars, en sujet principal, nous allons parler de notre bonne vieille Ligue 1. On ne parlera pas de Ligue des Champions ni de Ligue Europa, parce qu'on l'a déjà fait durant les débriefs. Et je t'en prie, Sofiane. Juste, Nando, il a beaucoup de fans, là, ça commence à faire trop, là. Je vois dans les commentaires, quel beau gosse, sans déconner, Nando. Là, ça a un niveau... Voilà, c'était mon petit commentaire. C'est ça. Aujourd'hui, on va avoir la masse bordelaise qui devrait faire partie de notre live. Donc les gars, on va parler Ligue 1 du coup, et on va tout d'abord, on va vous dire les résultats qu'il y a eu ce week-end, donc pour la première journée de Ligue 1. Du coup, il y a eu Bordeaux-Nantes qui a fini sur un 0-0, un Dijon-Angers qui a fini par une victoire d'Angers à l'extérieur 1-0, Lille 1-1 contre Rennes, Monaco qui a fait 2-2 à la maison contre Reims, Lorient qui perdait 1-0 en première mi-temps contre Strasbourg, mais qui a fait une remontada et qui a gagné 3-1, Nîmes Olympique qui a gagné 4-0 face à Brest, et Nice qui a gagné 2-1 contre le RC Lens, à savoir qu'il manquera encore Montpellier-Lyon mardi, Paris-Metz mercredi. Non, et après ça c'est en septembre. My bad. Pas du tout. C'est Paris le prochain, je crois, le dernier. Leandro, dis-moi, franchement, t'as importé des pangolins ou des trucs comme ça pour qu'il y ait un Covid là et que vous soyez champion de France, quoi. Attends. Non, mais là, pour moi, on pourrait arrêter le championnat dès demain. Hein. Moi, vraiment, on peut arrêter le championnat dès demain. Premier Ligue 1, attends, mais on est où là? Nîmes en Champions League. Hein. Non, qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette première journée? Donc, on s'attendait, beaucoup de monde disait que niveau physique, ça allait être compliqué, qu'on allait peut-être voir peu de buts. Au final, on s'est retrouvé avec pour des matchs qui étaient plus ou moins complexes. Hein. On ne va pas parler du match qu'il y a eu à Bordeaux. Mais on s'est aussi retrouvé avec des matchs avec beaucoup de buts, comme on a pu voir à Nîmes, à Lorient, comme il y a eu à Nice, Monaco. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, Sofiane. Faut être poli quand même. On est dans la classe de l'Ice Food, donc voilà, je suis le bon élève. Je vais vous laisser parler de la Ligue 1. Je vais être honnête avec tout le monde sur Ice Food. J'ai vu 0 match. 0 match. Mais tu sais comment ça se passe à l'école à l'ancienne. Normalement, tu devrais passer les 20 minutes au coin là-bas au fond. Ouais, le bonnet d'âne. On est gentil, on te laisse participer. C'est gentil. Merci. On te laisse chercher des nouveautés croustillantes qui viendraient de sortir et qu'on pourrait donner en avant-première. Okay, je vous laisse la Ligue 1. Moi, pour avoir suivi ce week-end de Ligue 1 assez sérieusement, j'ai trouvé pas mal de choses positives quand même. Bon, on était impatient de revoir cette Ligue 1, même si c'est vrai que c'est des conditions particulières. Mais j'ai trouvé globalement du spectacle. Alors, c'était pas un niveau technique extraordinaire, ça reste la Ligue 1. Mais comme tu dis, pas mal de buts, des scénarios. Une équipe de Lorient qui fait une belle première impression, menée au score rapidement avec un blessé important et qui arrive à s'imposer 3-1 pour son retour en Ligue 1. Monaco qui revient un petit peu loin, mené 2-0 et reviennent à 2-2 dans un match plutôt plaisant avec du rythme, etc. Donc c'était assez intéressant pour une reprise. Et j'ai bien aimé Lille-Rennes, surtout la deuxième mi-temps où Rennes peut avoir des regrets. Et surtout, en fait, je veux mettre surtout des joueurs en avant sur cette première journée, des mecs qui ont marqué un peu cette première journée. Je pense à Kamavinga, il fait une entrée magnifique. Il a joué une demi-heure, il était remplaçant contre Lille.
et il rentre à l'heure de jeu. Et franchement, il a une facilité, il est au-dessus du lot, ce mec-là. Donc que Rennes profite bien encore de cette année, parce que ce mec-là, il a un temps d'avance sur tout, il a une facilité déconcertante avec le ballon, sans le ballon, ses déplacements. Il est d'une intelligence très rare. Et donc, c'est pour moi l'un de mes hommes forts de cette première journée. Et surtout, Amine Gouiri, que j'ai beaucoup aimé avec Nice. Premier doublé pour son nouveau club, premier doublé en Ligue 1, premier match titulaire. Il a fait une belle impression, 2 buts très jolis en plus. Et je pense qu'avec Dolberg, ça peut faire une paire assez intéressante avec un appui et lui un petit peu en soutien. Et il n'a pas eu sa chance à Lyon quand même. Gouiri s'est annoncé comme un des gros espoirs du foot français de sa génération. Et je trouve qu'il a fait une belle première impression. Je pense qu'à Nice, ça peut être un très beau contexte pour lui. Donc c'est vraiment les 2 hommes forts que j'avais envie de souligner. Et Reims, la jeunesse aussi devant. Il y a eu Dia qui a été très bon, et Touré aussi. Donc, non, il y a eu des petites choses sympas, malgré l'absence des 3 gros, on va dire, Paris, OM et Lyon. Tu peux mettre aussi dans l'absence les Girondins, parce que ils ont joué, mais ils n'étaient pas là. Mais non, ils ont fait un match, finalement assez cohérent, mais contre Nantes, mais bon, réduit à 10 dès la 20e minute de jeu. Et ils ont eu une préparation hyper tronquée, quasiment pas de match amical. Donc ça a été un peu compliqué. Et après, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Gouiri, c'est vrai qu'il a 2 éclairs de génie, et puis même il fait un match top. Et c'est vrai que je pense que les Lyonnais doivent avoir encore plus les glandes. Là, c'est le 2e coup de couteau après la triste performance, entre guillemets, sur ce match-là de Toko Ekambi. Rappelons-le, qui est venu pour 20 millions. Alors, c'est pas le même type de joueur, on est d'accord. Mais factuellement, c'est un attaquant qui a été acheté à 20 millions et on a laissé partir Gouiri pour 7 ou 8 millions. Quoi. C'est un gros braquage de Nice, d'ailleurs. Mais alors, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas... j'espère qu'ils ont mis un petit pourcentage à la revente derrière. Je crois qu'il y a 10 ou 15% à la revente, il me semble. D'accord, un peu comme ils avaient fait avec Martial, quoi. Ouais. Il me semble, il faut vérifier, mais il me semble. Je sais pas si je suis le seul à avoir un espèce de petit écho sur le micro de Mando. On est d'accord. Oui, il y a une espèce de grésillement. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que ça va mieux? Ah, léger. Ça va déjà mieux, ouais, mais c'est léger. J'avais le téléphone collé sur mon micro. Mais tout s'explique. Bon. Alors, non, mais moi, je je voulais. Brésil 21 qui nous confirme que c'est bien 15% à la revente pour Gouiri. Voilà, bon, mais ça peut être finalement un très bon. Enfin, mine de rien, ça peut être un bon transfert au final, quand même. Mais, vas-y, So, vas-y. Juste, maintenant, quand je lève la main, ça sera pour dire un commentaire pertinent. Voilà, comme Priorité au chat. Priorité au chat. Et il y a un autre message de beauté. Cette fois-ci, adressé à Leandro. Alors, Mokuno Entertainment, Leandro, t'es trop beau, mon cousin. Ouais, on est sur Mythique ou on est sur Twitch? Non, je sais pas, mais apparemment. Je fais une bise à Mounir, c'est un frérot. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur les hommes forts de cette première journée. J'en ai oublié un, je sais qui tu vas dire. Voilà, moi j'ai eu la chance, les gars, parce que bon, du coup, le foot avec téléspectateurs, ça a repris, avec spectateurs même, je veux dire. Du coup, je suis allé au stade et je suis allé voir Nîmes-Brest. Et un gars de qui on attendait beaucoup à Nîmes, et j'ai trouvé incroyable, Melling, qui est un jeune Norvégien qui est venu de Rosenborg en Norvège, et qui a 25 ans, qui est latéral gauche et qui était annoncé au Celtic, Première League, Championship. Au final, finit par débarquer à Nîmes. Et je dis rondin dans les tablettes, dans les 3 recrues qui devaient être faites en 2018. Et finalement... ça a été jugé comme pas assez bien pour les Girondins et ouais. Franchement, je vous invite tous à revoir ne serait-ce que les temps forts du match. Il délivre une passe décisive qui est magnifique, vraiment téléguidée. Et sur son but, dans un angle mort du gauche, dans l'ensemble, je trouve que l'équipe de Nîmes a très bien joué, surtout compte tenu des matchs amicaux qu'on avait eus. Mais voilà, vraiment, Melling, il est vraiment sorti du lot. Et je pense que comme Kamavinga à Rennes, il faudra que nous aussi, on en profite bien cette saison, parce que je ne pense pas qu'il restera très longtemps. Vraiment un très, très bon joueur. Et puis, dans un autre contexte et dans un match qui était plus à sens unique, on ne va pas dire ça comme ça, mais où il n'y a pas eu
Grande démonstration de suspense. Moi, j'ai regardé Dijon-Angers. Et très intéressant à Angers, un jeune joueur, un jeune buteur qui s'appelle Scheidler. À Dijon, je veux dire. Scheidler, du coup, qui est venu d'Orléans cette année. Un gars qui avait claqué 5 buts en Ligue 2, si je ne me trompe pas, et qui n'avait pas des stats faramineuses, mais qui fait un super match, qui malheureusement se voit 2 buts refusés par hors-jeu. Donc voilà, c'est vraiment celui que j'ai retenu côté Dijon, parce que vraiment, je l'ai trouvé très très bon et très très pertinent dans sa force physique, dans tout. C'est vraiment très très bon, je trouvais, dans le match. Dans ses déplacements, ouais, très intéressant. Il est assez grand, mais un peu un Giroud, entre guillemets. Mais je trouve très bon dans ses déplacements, ses appels. À suivre, en effet. Ça fait il jouait en D2 l'année dernière. Je crois qu'il joue au Mans. J'ai un gros il jouait à Orléans. Orléans, ouais. Orléans. Et il a marqué quelques buts l'année dernière. Et c'est intéressant. C'est un profil intéressant parce que je crois que Dijon, en plus, va perdre son capitaine Tavares. Donc, c'est une bonne, j'espère, trouvaille. Notre recrue qui a marqué, c'est Gerbic, qui est le meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière, qui a fait son premier match avec Lorient, sur penalty, certes, mais il a été assez présent offensivement. Alors, pour défendre un peu les Strasbourgeois, c'est l'une des équipes qui a souffert en termes de préparation, beaucoup touchée par le Covid. Donc, c'est des scores qui sont pas faux, bien évidemment, mais voilà, il faut attendre encore. C'est une saison vraiment particulière. Donc, c'est dur de jauger vraiment les joueurs. Comme disait Nando, il y a plein d'équipes qui ont eu des matchs amicaux annulés. Donc, pour l'instant, c'est dur de se faire vraiment un avis, de dire ils vont descendre, ils vont jouer l'Europe, etc. Donc, moi, je trouve que Rennes, pour un premier match de haut niveau contre Lille, ça reste une affiche de Ligue 1. Je les ai trouvés quand même dans le ton. Et il y a des rumeurs comme quoi Slimani pourrait arriver. Enfin, ils veulent encore se renforcer. Rennes, ça peut pour moi être l'équipe très intéressante à suivre pour le podium. C'est pas une surprise, mais quand même, il faut confirmer après une bonne saison et je pense qu'ils ont largement les moyens de le faire cette saison. Moi, je l'ai vu tout à l'heure dans les commentaires qu'on nous parlait du jeune Jonathan David qui a signé à Lille. Et pareil, c'est un joueur, moi, tu vois, c'est justement une équipe que je pense que cette année, s'ils arrivent à réitérer ce qu'ils ont fait l'année dernière, ça ne peut être que bénéfique. Ne serait-ce que pour eux comme pour la Ligue 1, c'est vraiment Lille. Je pense que en plus avec leur recrutement, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Tu disais, Nando? Non, j'allais dire. Mais c'est pas sûr que tu la comprennes, tu es trop jeune. J'allais demander si Jonathan David, est-ce qu'il venait pour les vacances? Est-ce qu'il revient pour les vacances? Est-ce que le chat a la réponse? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Voilà, c'est David et Jonathan pour les plus jeunes. Excusez-moi, voilà, c'est bien, je t'ai bien cassé l'ambiance. Ouais, franchement, là, je crois qu'en plus, regarde, il n'y a même plus de soleil dehors. Enfin, vraiment, t'as tout gâché, là. T'as gâché la journée, hein, vraiment. Non, mais et attends, Nando, on en profite. On veut pas que tu chantes. Nous, on veut que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé du côté de Bordeaux pour cette première journée de Ligue 1. Bah écoute, là on démarre. Il faut voir que Gasset donc est arrivé tardivement, a repris le groupe il y a 15 jours en gros quoi. Et bon, il a fait une sorte d'audit dans un premier temps, surtout audit, il connaissait l'équipe parce qu'il avait quand même regardé avant d'arriver, mais un audit aussi de la santé mentale, on va dire, de l'équipe qu'il a trouvé complètement down, mais c'est un peu normal, c'est-à-dire que non, d'une part, on a des résultats chaotiques depuis plusieurs saisons, mais même avec ce groupe, c'est chaotique. Tout ce qui s'est passé, là, les problèmes avec la direction, le directeur sportif qui est viré, l'entraîneur qui est dégagé, tout ça, bon, on sait comment c'est. Hein. Les mecs, t'as des mecs qui ont commencé à parler de départ à un moment dans le vestiaire. Bon, bref, il a fallu un peu remettre l'église au centre du village, comme on dit. Et puis voilà, il y a encore quelques blessés. Il a ressuscité un gars comme Paul Bice. Voilà. Et, ça fait 1 an et demi qu'il joue pas. Voilà, tu vois, il y en a certains qui pleurent parce qu'il joue pas depuis le Covid. Bon, lui, ça fait un petit moment qu'il joue pas. Et il fait un match très solide avec Koscielny et avec plein d'envie, tout ce qu'on aime. C'est un jeune de la formation. Et après, donc, comme je te dis, c'est sur le match à proprement parler, le jeune Zerkan qui a fait une bonne prépa, qui a vraiment montré de belles choses.
il se prend un rouge, le truc comique. C'est un peu sévère d'ailleurs. Il est sévère, et surtout contre qui il prend le rouge? Contre Palois, quoi. Là, tu as envie de te dire, là, tu te retournes, tu te dis, elle est où la caméra? C'est surprise, il y a quelque chose. Et voilà. Et quand tu fais, je veux dire, quand tu es à court de compétition, puisqu'ils n'ont pas fait de match officiel ni vraiment de gros matchs de préparation, ils ont fait peut-être plusieurs matchs, comment on appelle ça, d'opposition et tout ça. Si tu veux, c'était compliqué. Et voilà, et que jouer d'entrée, mais bon, finalement, mine de rien, même avec ça, Bordeaux s'est créé quelques occasions, mais bon, on peut pas, c'est difficile de juger, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé d'un côté, c'est que même on n'a pas, c'était des matchs peut-être qu'on aurait perdu les autres dans d'autres temps. Juste pour une petite suggestion du chat, et une question même de Papy Gomis. Et il revient sur Bordeaux. Nando, pour toi, le FC Girondin est vraiment en danger pour la saison à venir? Comme ça, on finit avec Bordeaux en même temps. Donc, lui, il pense que Bordeaux est en danger. Alors, moi, oui, je sais pas pourquoi il est en danger. Alors, on a été rassuré, entre guillemets, par les résultats de la DNCG, même si, je sais pas, nous, on entendait partout qu'il y avait un trou entre plus de 60 millions et finalement, ça serait que de 30. Moi, les motifs d'inquiétude, je sais pas, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend quel objectif tu te fixes. Si tu vises la Ligue des Champions, oui, il y a de quoi être inquiet. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on vise le ventre mou. Et on vise le ventre mou, c'est-à-dire qu'on vise la première partie. Ouais, mais c'est con à dire, mais moi, je préfère, plutôt que d'aller dire, c'est-à-dire viser 8, 10. Et si on finit dans le ventre mou, c'est-à-dire, on va dire être, voilà, comme il disait Gasté, il a raison. En gros, tu as ton budget. Si tu arrives au niveau de ta place vous voyez le classement des budgets, le classement de Ligue 1, si tu arrives là, c'est que tu as fait une bonne saison. Si tu arrives devant, c'est que tu as performé. Si tu arrives en dessous, c'est que tu as décollé. Bon, après, tu connais mieux ton club que moi, mais je trouve que tu es un peu dur en termes d'effectifs. Tu vas pas me dire que Bordeaux peut pas rivaliser avec la 8e, enfin, 7e place, tu vois. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si on est entre 8 et 10, mais je veux dire, si on finit 12e comme l'année dernière, bon, le seul truc, c'est de pas partir dans cette optique-là. Là, on est dans une logique de reconstruction. Gasté, il arrive avec un effectif qu'il n'a pas voulu faire. Voilà, il arrive avec un effectif, on lui dit de composer avec. Tu vois ce que je veux dire? J'attends de voir déjà s'il va y avoir des ajustements au mercato d'hiver, c'est-à-dire soit dans le sens des départs et peut-être dans les arrivées. Mais je suis d'accord avec toi, l'effectif, il n'est pas pourri. Mais le seul truc, c'est que on n'a pas un effectif pour jouer forcément l'Europe. Je dis pas que c'est impossible. On sait comment c'est, mais voilà, il va falloir être performant, pas avoir si tu veux, on est vraiment à la merci de faits de jeu avec l'effectif que l'on a, parce qu'on n'a pas un banc pléthorique, voilà, et on a beaucoup de jeunes qui ont été signés, donc ça peut être tout ou rien. Donc pour l'instant, je suis pas devin, je me dis voilà, et puis je vais pas faire le mec qui connaît tous les jeunes qui ont signé de la réserve, qui ont signé des contrats pro. Mais je suis d'accord, hein, pour moi, on a un effectif de 10e, tu vois. Moi, je dirais de 10e. Et si la mayonnaise, elle prend bien, on va faire 7, 8 peut-être. Mais si on va au-delà, ça serait un exploit. Moi, je pense pas qu'on descendra. Je veux dire, il n'y aura pas de... J'y crois pas. Pour toi, il y a 9 équipes qui sont supérieures à Bordeaux, quoi, pour toi, globalement. Alors, je me parle sur ce que j'ai vu l'année dernière, c'est à peu près le même effectif. Mais le facteur X, ça va être le duo Gasté-Roche, parce qu'ils essaient d'inculquer ce qu'ils essaient d'amener. Et moi, c'est ce qui m'a vachement rassuré, quelque part. Je veux dire, les deux bonhommes connaissent bien la maison. Voilà. Et je pense que ce qu'ils ont dit pour l'instant en conférence de presse et tout ça, alors qu'il y avait le président à table avec eux, ça m'a bien plu. C'est-à-dire qu'ils en ont un peu déconné. Tu avais Gasset qui disait j'ai eu l'enveloppe, Roche qui répondait pas très épaisse, tu vois, mais c'était
Mais voilà, et Roche a reparlé de valeurs, surtout comment dire, de respect de l'institution et de ce qu'est Bordeaux, d'un grand club. Et voilà, si tu veux, moi, ça m'a rassuré. Donc, je me dis, peut-être qu'il y aura mieux, mais je préfère dire, j'ai pas mal d'expérience avec les Girondins quand même depuis quelques années, et je préfère m'attendre à 10e et qu'on finisse 7-8, voire mieux que, voilà, que viser plus haut. Pour compléter en plus ton analyse, on a un tweet de nos amis, de tes amis, de chez Top Girondins qui nous retweetent souvent, qui ont mis un tweet et qui disent que les Girondins ont une enveloppe de transfert de moins de 10 millions d'euros pour 3 postes, sous couvert d'éventuels départs. Donc ça confirme ce que tu dis, hein. L'enveloppe est assez mince. Je vois mal ce qu'on pourrait faire à Bordeaux avec 10 millions pour 3 joueurs dans le contexte actuel. Après, voilà, hein, il y a toujours. On va faire des prêts, des fins de contrat, des trucs comme ça. Ouais, voilà, ça va être des prêts, fin de contrat, des joueurs qui sont peut-être pas à l'aise dans leur club. On va essayer d'aller récupérer, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, les amis, je vous annonce que Jules Koundé est arrivé. Donc, nous allons faire une courte pause de 2 minutes, vraiment 2 minutes. Et nous sommes de retour avec Jules dans quelques secondes. À tout de suite. Et voilà, il est arrivé, la pépite bordelaise. Et oui, excusez-moi les gars, mais c'est notre pépite bordelaise. Elle est là. Bon, Jules, super content de t'avoir ce soir. Alors comment tu te sens? C'est dans la peau de ce récent vainqueur de l'Europa League. Qu'est-ce que ça fait? Salut, enchanté d'être là. De toute façon, vous savez, c'est toujours un plaisir. Beaucoup de joie. Au final, on joue pour ces moments. On joue au foot pour ces moments, ces grands moments, jouer des gros matchs contre des bonnes équipes. Et surtout, j'avais vraiment à cœur, toute l'équipe, de gagner ce trophée pour plein de choses, pour le club, pour aussi les personnes qui sont décédées. On pense à Puerta, Campagna, à toutes ces personnes-là. On sait que l'Europa League, c'est très particulier pour Séville, c'est la compétition du club. Donc, on avait vraiment envie de la ramener, aussi que Jesus Navas, qui l'a déjà gagné, soulève le trophée en tant que capitaine. Donc, c'était plein de choses. Ouais, tu es quand même le quatrième Bordelais à soulever ce trophée avec Séville. Quand même, tu as Krikoviak, Tremoulinas, Mariano et Jules Koundé maintenant. Tous avec Séville. On sait que voilà, c'est la compétition du club. C'est bien d'être dans ces quatre-là. J'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Maintenant, je pense que l'année prochaine, on passe à la compétition reine, à la Ligue des Champions. Il va falloir bien figurer. Je pense que c'est ça qui manque encore pour que réellement Séville soit considéré encore plus comme un top club. C'est performer en Ligue des Champions. Parce que du coup, que tu le dis, c'est l'épreuve de Séville. Comment ça se fait qu'à Séville, vous êtes si à l'aise en Ligue Europa? La Ligue Europa, vraiment sur toute la finale, en plus de vendredi, vous êtes à l'aise tout le match. Il y a pas, on le voit que c'est votre match, votre championnat, c'est votre truc. Comment tu l'expliques ça? Comment tu l'expliques que la Ligue Europa soit votre compétition? Je sais pas. C'est difficile à expliquer parce qu'au final, c'est différentes équipes, mais je pense qu'il y a vraiment cette culture de la game déjà à Séville. Voilà, quand on rentre sur le terrain, comme beaucoup, comme tout le temps, c'est pour gagner le match, mais tu le sens vraiment que voilà, c'est vite problématique quand il y a des mauvais résultats. C'est très vite problématique. On est toujours dans les conditions pour tout gagner. Et je pense que la Ligue Europa, c'est qu'il y a quelque chose dans chaque équipe. Je pense qui ont gagné la Ligue Europa avec Séville. Il y a cette même envie, cette même détermination. Il y a aussi le directeur sportif Monchi qui était là et qui souvent nous dépasse un peu son rôle de directeur sportif, est très présent dans les vestiaires, qui nous harangue vraiment, qui fait des discours et qui te motive. Et puis après, sur le match, je pense qu'on a une équipe qui doute peu parce qu'on est conscient de nos forces et de nos faiblesses aussi.
Mais sur les matchs, quart, huitième, quart, demi, pardon, et finale, à chaque fois, on est mené relativement tôt dans le match, mais jamais on s'affole parce qu'on sait que, spécialement contre les équipes contre qui on a joué, un match fou, ça va pas nous servir quand tu joues Manchester avec des flèches devant, quand tu as Lukaku devant avec Lautaro Martinez. Notre jeu, nous, c'est beaucoup d'attaques placées, c'est beaucoup de possession, donc on change pas notre plan de jeu. Justement, je voulais revenir sur ton sauvetage à la 81e minute contre l'Inter, forcément. Comment tu l'as senti? Ça m'a fait mal au cœur, hein, je t'avouerai, mais comment tu as senti ça? En fait, j'ai souvent cette habitude quand des fois je sens que je vais être court pour directement être sur le porteur. Souvent, me mettre ce réflexe de me mettre derrière le gardien quand je sens qu'il sort et être sur la ligne, être attentif à voilà, s'il y a un ballon qui peut passer. Donc là, comme je l'ai dit, le sauvetage n'était pas si difficile que ça à faire. Il fallait juste être bien placé. Donc, je l'ai été. Et puis après, par contre, quand j'ai tendu la jambe derrière, à deux doigts de la crampe, à deux doigts de la crampe, mais non, il était important celui-là. Puis notre gardien aussi la touche, ce qui fait que j'ai le temps d'aller sur la balle. Parce que s'il ne l'avait pas touché, Alexis la frappe, je pense que ça aurait été plus compliqué. Dommage. Non, mais après, justement, ta finale, en Italie, beaucoup de monde ont dit que t'as pris, on va dire, Lautaro vraiment dans ta toile. Excuse-moi, Nando, je sais que tu voulais poser cette question, mais j'en reviens juste un petit peu. Est-ce que dans les consignes, est-ce que tu étais au marquage de Lautaro ou alors c'était vraiment une… C'est carrément ma question, en fait. Vas-y, je rigole. Désolé, c'est mon côté intéressant qui ressort. Je sais pas. Vas-y. On sent. Alors, j'avais pas une consigne d'être à son marquage, mais il est vrai que j'ai été très peu en duel direct avec Lukaku, qui était spécialement sur le côté de Diego. Ils n'ont pas changé une seule fois dans le match. Donc, il était dans ma zone, en fait. Et on savait que leur grosse force, c'est leur première passe, leur passe verticale, que ça soit donné par les milieux ou par les défenseurs, sur Lukaku et Lautaro, parce que c'est un duo qui est très mobile, ils se comprennent sans forcément avoir besoin de parler. Il y en a un qui vient chercher, qui trouve un appui, l'autre qui part en course dans la profondeur. On sait que c'était leur force. Et donc, on avait mis en place avec deux de nos milieux, en fait, qui étaient censés justement empêcher cette première passe, parce qu'on sait que Lukaku, bon, quand il reçoit dos au jeu, il a un jeu dos au but exceptionnel et que c'est difficile de passer devant ou d'intercepter. Donc, on avait souvent un de nos milieux qui était devant Lukaku pour empêcher justement qu'il reçoive. Et Lautaro, il était dans ma zone, donc j'ai dû le gérer. Pareil, en communiquant beaucoup avec notre milieu, ça a été beaucoup plus facile. Je pense qu'on aurait souffert si ils avaient réussi beaucoup plus à trouver ces premières passes avec Lautaro ou Lukaku. Mais vous avez bien bloqué l'Inter, justement, et on n'a pas trouvé de solution. C'était impressionnant le niveau entre le milieu et la défense. Il y avait une communication, je trouve, assez forte entre vous. Et justement, dernière question sur l'Inter, après, ne vous inquiétez pas, je vous laisse tranquille avec ça. Qu'as-tu pensé de l'Inter, justement, sur ce match? Alors déjà, j'ai été un petit peu surpris entre guillemets, ce risque, qui joue autant, qui tente de repartir de derrière, parce qu'on les avait analysés en vidéo avec le coach, et on s'attendait moins à ce qu'ils prennent des risques à la relance. Je pense que parfois, ça nous a aidé parce qu'on a fait un très bon pressing, on l'avait bien travaillé aussi. C'était vraiment ne pas se jeter. On sait que Barella, qui est un joueur très important dans leur système, qui rentre et qui se met derrière entre les milieux et la défense, et qui derrière, c'est un joueur vertical aussi, qui a une bonne qualité technique. Et quand il est trouvé dans des bonnes conditions, après, c'est compliqué. Donc, de toute façon, c'est notre jeu pressé.
On est bon aussi quand il faut être en bloc un peu plus bas, mais on a un jeu qui fait que on aime presser haut pour récupérer haut et pour procurer des occasions plus rapidement. Je pense que notre pressing les a énormément gênés. Énormément gênés. Et puis après, on a été juste aussi avec le ballon. On a été patient. On a su faire circuler le ballon, bien qu'en deuxième mi-temps, on l'a un peu abandonné. Mais on est une équipe qui est vraiment à l'aise dans plusieurs choses. Justement, tu disais, voilà, c'est le sentiment que j'ai eu un peu que vous aviez abandonné le ballon en deuxième mi-temps. Et ma question, c'était justement ça, l'égalisation juste avant la mi-temps de Godin sur le 2-2. Qu'est-ce qu'il vous dit, Youlen Lopetegui? Qu'est-ce qu'il vous dit à la mi-temps? Maintenant, tu peux le dire, c'est passé. Sur quoi est-ce qu'il vous dit quelque chose déjà spécialement, ou c'est les joueurs qui ont parlé, des joueurs cadres dans le vestiaire, ou est-ce qu'il vous donne une consigne pour la deuxième mi-temps? Parce qu'effectivement, j'ai l'impression que vous avez abandonné le ballon, mais je ne sais pas si c'était volontaire ou si c'était… Alors, à la mi-temps, je ne me souviens pas qu'il ait dit quelque chose réellement de particulier. Je pense que réellement, dans cette finale, même avant le coup d'envoi, j'ai senti qu'elle était pour nous. Elle était pour nous parce qu'il y avait une atmosphère dans le vestiaire, des gens même qui habituellement ne prennent pas la parole, qui prenaient la parole. Il y avait tout le monde qui s'encourageait. À la mi-temps, en fait, même à 2-2, on était extrêmement bien. On était extrêmement bien dans le match. C'était juste dommage de concéder l'égalisation aussitôt après avoir marqué le deuxième et surtout avant la mi-temps. Mais à aucun moment on était affolés. Le coach a dit qu'on était bien dans le match. C'était seulement 2-3 consignes. C'était bien évidemment d'être beaucoup plus attentif sur les coups de pied arrêtés, parce que c'est pas des cadeaux, mais je veux dire, il était relativement seul et assis près du but, c'est rédhibitoire, surtout Godin qui a un bon jeu de tête. Mais voilà, c'était surtout de la motivation, nous dire qu'on était vraiment bien dans le match, qu'on allait le faire, qu'on relâchait surtout pas la pression, qu'on allait aller chercher ce troisième but et que quoi qu'il arrive, en fait, elle pouvait pas repartir ailleurs qu'à Séville. Il y avait c'était vraiment ça l'ambiance avant, pendant le match. Et je pense que ce qui fait aussi qu'on est allé aussi loin et qu'au final on gagne, c'est qu'au-delà de très bons joueurs qu'on a dans l'équipe, on a vraiment un super groupe de bonnes personnes et une ambiance incroyable. J'étais déjà dans un bon groupe à Bordeaux. Il y avait des bons joueurs et des bonnes personnes aussi, mais c'est vraiment spécial le vestiaire à Séville. D'accord. Moi, je vais en profiter, les gars, juste pour poser 2-3 questions du chat. N'hésitez pas à commenter et à nous envoyer des questions. Vous êtes nombreux à nous en envoyer. J'en prendrai quelques-unes. Donc, première question de Mohamed Roger qui demande comment tu te sens maintenant à Séville? Qu'est-ce qui est différent du football français et qu'est-ce qui t'a séduit dans ce championnat? Ce qui m'a séduit dans le championnat, premièrement, je vais parler de mon équipe, c'est le fait de jouer avec le ballon, d'avoir énormément de solutions, d'avoir un jeu de possession, énormément de solutions quand je suis à la relance, quand j'ai les premiers ballons, que ce soit Navas, que ce soit les milieux. C'est assez, pas facile, mais quand tu as 3, 4 solutions quand tu as le ballon, c'est beaucoup plus facile que quand on a une ou deux pour jouer vers l'avant. Moi qui aime bien jouer vers l'avant. J'adore aussi le fait que beaucoup d'équipes cherchent à jouer. Et quand je dis jouer, pour moi, la possession, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas avoir la possession pour avoir la possession. C'est vraiment chercher le déséquilibre, déséquilibrer l'équipe adverse. Le jeu de position, je pense que, je l'ai dit, je pense pour moi, la Liga, c'est le meilleur championnat au monde. Je pense que c'est si on doit comparer à la Ligue 1, et c'est sans la Ligue 1 qui est un très bon championnat aussi. Je pense que tactiquement et techniquement, le niveau est au-dessus, que ce soit au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Je trouve que les joueurs, ils ont une réflexion tactique un peu meilleure. Et aussi, voilà, que les entraîneurs cherchent à faire jouer leur équipe de telle manière. Alors, ils ne proposent pas tous du jeu de passe, etc. Mais c'est celle qui, par exemple, cherche long. Ce n'est pas jouer long parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est parce que réellement, c'est une volonté
de jouer long. C'est parce qu'ils ont tout est mis en place autour de ça. Par exemple, Retafe, c'est une équipe qui te mange au second ballon, en fait. Ils envoient des ballons longs souvent. Et s'ils ne gagnent pas le premier, ils sont là au deuxième ballon, ils t'attendent et c'est à partir de là qu'ils construisent toute leur attaque. Il y a d'autres équipes comme ça. Et surtout, il y a énormément de très bons joueurs, mais qui n'ont pas dans chaque équipe, mais qui n'ont pas des grands noms. Je veux dire, c'est pas quelque chose que si tu ne suis pas le championnat, tu vas forcément, ça va peut-être rien te dire, mais il y a vraiment des bons joueurs de ballon dans plein. Des joueurs de club, il y a beaucoup. C'est-à-dire dans les petites équipes, des mecs qui sont là depuis un petit moment et avec un état d'esprit qui serait peut-être pas bon ailleurs, mais qui sont voilà. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup. Je m'éclate en Liga. C'est extrêmement compétitif, extrêmement relevé. Vas-y Valentin. Jules, moi j'avais une question. Déjà, bon, félicitations pour ta saison, elle est exceptionnelle. Je voulais te demander ton état physique. C'est une saison particulière pour tous les joueurs de haut niveau. Vous avez malheureusement subi comme tout ce Covid et cette pause assez longue, imprévue. Comment tu t'es préparé physiquement pour l'après avec un enchaînement tous les trois jours de matchs de championnat dans des conditions particulières et puis surtout l'Europa League qui arrive en plein milieu aussi. Donc comment tu te sens déjà aujourd'hui et la préparation que tu as eue en amont? Là, aujourd'hui, je me sens bien. J'avoue que fatigué, ça commençait à tirer un peu avec l'enchaînement de tous les matchs. On a joué depuis juin quasiment tous les 4 jours. On a juste eu une petite pause entre le championnat et l'Europa League. Mais on était extrêmement bien préparés durant le confinement. Moi, je l'ai passé tout seul à Séville, mais j'avais la chance d'avoir un gymnase, donc de quoi bien bosser. On était en contact permanent avec les préparateurs physiques tous les jours, qui nous donnaient les entraînements à suivre. On faisait aussi des Zoom calls, des conférences en groupe pour faire quelques entraînements. Alors bien évidemment, ce qui me manquait, c'était le ballon. Mais j'ai extrêmement bien travaillé. J'avais réellement envie que cette période soit bénéfique et tout le groupe, je pense qu'on est revenu extrêmement bien. Même les préparateurs physiques étaient étonnés qu'on revienne aussi bien. On était vraiment tous en forme. Et parce qu'au final, on avait des objectifs à aller chercher. On ne pouvait pas laisser cette pause entre guillemets ruiner la bonne saison qu'on était en train de faire. Donc on est revenu avec les crocs et depuis, même avant déjà, depuis, on n'a pas perdu un match. Et c'est ça notre force, c'est que on lâche jamais rien. Même mené, même quand c'est difficile, si on doit aller marquer à la 88e, 89e minute, on va aller le faire. Et là, du coup, la reprise, c'est le 11 septembre en Liga. C'est dans moins de 20 jours, enfin 20 jours environ. Tu te sens comment là? T'as pas de vacances en fait? Alors nous, vu qu'on a joué tard, nous on va reprendre 2 journées en décalé. On est censé reprendre le 26. Ok. Bien qu'on ait la Super Coupe du coup à jouer contre le Bayern le 24. Normalement, je crois que c'est à Budapest, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que on va pas jouer le 24 et le 26, c'est impossible. Donc je pense que on va même jouer ils vont décaler encore la reprise du championnat. Peut-être qu'on reprendra le 28. Histoire d'avoir 4-5 jours entre les 2 matchs. Donc là, j'ai des vacances. Là, on est en vacances normalement. On est censé reprendre le 7. Donc, j'ai plus ou moins 2 semaines. Après, ça va dépendre aussi des sélections, parce que j'ai reçu une pré-convocation pour les espoirs. Donc, à voir. Pour l'instant, j'ai 2 semaines de vacances, mais elles peuvent être écourtées. Bien sûr. Félicitations pour ta sélection d'ailleurs. Et puis, on te souhaite qu'elle soit écourtée et pas que pour les espoirs en fait. Parce que d'ailleurs, c'est quand même l'énigme. Hein. Tu as une seule sélection en moins de 18 ou moins de 19, je ne sais plus. Moins de 19 Moi, c'était U20, c'était en mars, c'était 3 mois après mes débuts en pro. Voilà, et depuis,
et après, plus rien. C'est un peu. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Je sais que tu diras pas que c'est bizarre, toi, mais moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Non, après, tu sais, l'entraîneur, et c'est extrêmement compétitif. Il fait ses choix. Après, bien évidemment que j'ai très envie d'y être. Je pense d'ailleurs que c'est pas plus mal que si on parle uniquement de la situation, que les JO aient été repoussés soit l'année prochaine, parce que ça m'a donné l'opportunité d'avoir plus de temps pour encore passer un palier, pour encore montrer que voilà, je pense qu'il faudra compter sur moi pour cette compétition, parce que je vais me battre pour y être et pour y aller. Donc voilà, au final, moi, je vois ça comme un défi, bien évidemment, qu'il y avait de la déception à chaque fois que je regardais et que j'étais pas sélectionné, mais jamais je me suis frustré. Ça m'a toujours motivé. J'aime bien les défis et voilà, j'espère que je vais y être à la prochaine. Et d'ailleurs, ça tu vois, c'est une question que je comptais te poser, mais vu que tu parles de cette façon que tu as d'aborder entre guillemets les échecs, parce que c'est pas un échec, c'est déjà toi, tu es titulaire, tu as été titulaire à Bordeaux, tu es titulaire à Séville, mais tu vois, j'ai une question. Comment ça s'est passé dans ta tête? Moi, j'ai le souvenir, je crois que tu fais tes débuts à l'Espagnol, tu fais une quinzaine de minutes, et j'ai le souvenir. Alors moi, tu vois, c'est un club, j'ai ma famille, tu vois, qui est du côté d'Eibar. Le match, tu vas me sortir. Mais c'est pas pour te troller, c'est si tu veux, je me dis à ta place. Alors, juste pour remettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne sont pas au courant de ce match, il y a 0-2 enfin, il y a 2-0 pour Séville à Eibar. Il y a Carriço, le capitaine emblématique de Séville, qui se blesse. Tu le remplaces. Ton premier ballon, tu commets un penalty. Vous perdez 3-2 derrière. Et je veux dire, quand tu arrives dans un nouveau club à encaisser, je veux dire, je pense que tu as dû être bien entouré autour par tes coéquipiers et ton staff. Mais toi, comment tu l'as vécu, ce truc-là? Parce que honnêtement, encaisser ça, tu arrives, on connaît la presse, comment elle peut être et tout ça. Tu étais le plus gros transfert du FC Séville, je pense, avec tes 25 millions d'euros. Chaud, non? Comment ça s'est passé? Bien sûr, le soir même, dégoûté, forcément. Après, avec du recul, et j'en ai déjà parlé, je pense que en approche du match n'était pas bonne. Ça me ressemble pas de faire ce genre de match. Je pense que j'étais frustré de pas démarrer, et j'étais pas dans le bon état d'esprit. Ça veut dire que quand je suis rentré inconsciemment, bien que je me sois échauffé, etc., physiquement j'étais prêt, mais en haut j'étais pas prêt. Et j'ai pris la foudre. Trop énervé, trop envie de montrer, c'était quoi? Non, pas trop envie de montrer, justement, juste pas frustré, donc pas réellement bien dans l'état d'esprit. Si tu veux, tu sais, des fois, quand tu es sur le banc, tu n'es pas content d'être sur le banc, inconsciemment, et c'est ça qui parfois est difficile, tu te déconnectes. C'est-à-dire que tu es là, tu es sur le banc, tu regardes le match, mais tu te dis, putain, pourquoi je ne suis pas sur le terrain, je devrais y être, je mérite d'y être, etc. Et voilà, quand les choses comme ça se passent et que tu es amené à rentrer, tu n'as pas été prêt en fait tout le match. Et donc j'ai été puni. Mais ça m'a servi parce que je n'avais pas l'habitude d'être sur le banc. Ce n'est pas quelque chose que j'ai super bien vécu d'être sur le banc, parce que je suis un compétiteur. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le terrain, participer activement. Mais j'ai appris. Il n'y a aucun moment où j'ai douté, parce que j'ai senti immédiatement quand je suis arrivé et tout au long de la préparation que j'avais la confiance du club et du coach surtout, qui réellement, c'est lui qui, enfin, Monchi aussi me voulait, mais que lui aussi vraiment, il était très concerné dans mon transfert. Donc j'ai le soir difficile. En plus, je me souviens qu'il y avait des amis et tout qui étaient venus c'était mon premier match. En plus, c'était pas loin, donc ils avaient fait le déplacement. Donc difficile. Après, c'est le foot.
On a peu de temps pour s'apitoyer, pour s'attarder sur les mauvais matchs, sur les échecs, comme on a peu de temps aussi pour s'attarder sur les victoires et sur les matchs gagnés. Donc, pas d'inquiétude. Mauvais match. Après, réflexion pour savoir pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Et le lendemain, retour au charbon, tête haute. Parce que je savais que j'avais la confiance du coach et qu'avec la blessure, il allait me remettre. Il n'avait pas d'autre choix. Parce que sinon, c'est de la gestion. Après, si après un match comme ça, tu me remets sur le banc et tu fais jouer quelqu'un qui est entre guillemets dans la hiérarchie, au moment même, la petite hiérarchie, et tu es derrière moi et que tu le mets à ma place, tu peux tuer, tu sais, la confiance. Oui, tout à fait. Donc, il m'a remis contre la Real Sociedad. On a gagné 3-2. J'ai fait un bon match. Et voilà. Mais à aucun moment, je me suis effondré parce que voilà, t'as pas le temps. T'as pas le temps. On est une équipe avec beaucoup de concurrence. Tu peux pas t'attarder sur des mauvais matchs. C'est un mauvais match. Je sais que ça va beaucoup parler, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, ce match, on m'en parle, enfin, je veux dire, on m'en parle encore parce que beaucoup de supporters, après ce match-là, évidemment, ils voient, on l'a acheté 25 millions, etc. Ils rentrent, entre guillemets, ils nous flinguent le match. Il y avait beaucoup de sceptiques. Et au final, au fur et à mesure du temps. Moi, justement, je trouve que c'est peut-être un acte fondateur dans cette équipe de Séville parce que moi, c'est plus pour souligner cette capacité que tu as eu à rebondir. Parce que, comme je le dis, tu parles comme un mec qui a 10 ans de carrière, mais je veux dire, d'avoir ce recul-là à ton âge, je trouve que ça, c'est quand même une sacrée force de caractère et puis c'est pas évident. Et voilà, et je pense que des fois, tu vois, t'en as qui ont des actes fondateurs par la victoire directe et tout ça, et qui derrière, à la moindre contre-performance, mais du coup, ne connaissaient que la victoire. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as commencé à Bordeaux, pas dans le top du Bordeaux du moment. Tu arrives à Séville, tu joues, tu fais ta préparation, tu fais des trucs. Mais le premier match, vraiment, où tu rentres avec du temps de jeu, tu as cette contre-performance-là qui peut arriver dans une carrière, mais ça peut direct te flinguer et tu as bien rebondi. Ouais, merci. Je vais en profiter, Jules, et je vais te poser une nouvelle question qui avait été posée dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions, j'en poserai au fur et à mesure, mais j'en poserai beaucoup à la fin. Donc vos questions, on les posera. Donc question de Itil Pharaon qui demande tes objectifs personnels sur ton jeu et tes qualités. Quels sont les domaines où tu veux t'améliorer et que tu travailles en priorité? Alors, il y a un domaine où je dois beaucoup m'améliorer et c'est ça me frustre, oui et non, sans trop m'attarder parce que c'est pas mon objectif premier, mais le jeu de tête offensif. Faut vraiment que je m'améliore parce que le nombre de ballons que je touche, que ça soit sur corner, sur coup franc, c'est incroyable. En stats, ça se confirme, j'ai quasiment une occasion par match et pas une occasion, un tir de 50 mètres, hein, une vraie occasion par match. Et j'ai mis 2 buts. donc c'est un mauvais ratio. Je vais t'envoyer la facture de mes paris parce que mes acolytes peuvent être témoins. Ils peuvent être témoins. Depuis le restart de l'Europa League, j'étais mis buteur sur chaque match. Et à chaque fois, je te vois la tête, tu fais comme ça, le truc comme ça, et j'ai dit oh putain, c'est pas vrai. C'est les vœux, c'est les vœux. Là, tu as plusieurs remboursements à faire, hein, parce que nous aussi, on a parlé de ça. On l'a suivi derrière. Je vois les gens sur Twitter qui me mentionnent, ils me disent je casse leur ticket vraiment. Non, je suis désolé, mais la saison prochaine, plus sérieusement, il faut que je travaille dessus. Je vais demander des conseils à Luc de Jong. À Luc de Jong qui a un jeu de tête. Incroyable, hein. D'ailleurs, le deuxième but, parce que moi je le vois, parce que je suis devant lui, je saute avant lui, et quand je retombe, je vois qu'il la touche et je vois la courbe de la balle, c'est incroyable. Il ne peut pas mieux la mettre en fait. Comparable. Et après le match et tout, je lui dis incroyable, il me dit ouais, mais genre tu sais normal, parce qu'il me dit des buts comme ça dans sa carrière, il en a mis
plein. On dirait un tir de celui où il met la tête, où il plonge là, où il fusille. On dirait un handballeur, tu sais, avec la frappe, ça part puissance. F, il prend plein front, la balle, elle part direct. Il a un vrai jeu de tête. Donc pour finir de répondre à la question, donc mon jeu de tête offensif, je suis persuadé que l'année prochaine, si je le travaille, je dois faire des saisons à minimum 5 buts, vu tout ce que je touche sur coup de pied arrêté. Améliorer ma technique, technique, mais aussi le voir avant, prendre l'info avant. Avoir un peu plus la tête levée parce que j'ai un bon jeu long, mais je ne l'utilise pas assez. Alors après aussi, je suis on va dire, quand je reçois la balle de mon latéral, je suis sur mon pied gauche pour envoyer souvent, parce que je suis pressé, pour envoyer transversal à l'opposé. Donc ça fait aussi partie des choses que je dois travailler, mon pied gauche. Il est pas mal, mais plus l'utiliser pour qu'il s'améliore, que ce soit en match ou à l'entraînement. La concentration aussi, même si depuis quelques temps, j'ai corrigé pas mal de petites erreurs que je pouvais avoir pas mal quand j'étais à Bordeaux, un peu quand j'étais à Séville aussi. Donc, il y a encore plein de choses à améliorer. Hein. Sur tous les aspects, je peux m'améliorer, mais c'est ceux que j'ai cités en priorité. Et tu parlais de tes coéquipiers de Jong. Quel est le joueur qui t'a accueilli à Séville, avec qui parce qu'il n'y avait pas de Français, il me semble, quand tu arrives à Séville. Il y a peut-être Nzonzi, je crois. Si, quand je suis arrivé, j'ai côtoyé des Français. Il y avait Corchia. Ils sont tous rentrés après. D'ailleurs. J'ai côtoyé Corchia, Amadou, Ibrahim Amadou. Ah, il y a Amadou, c'est vrai. Joris Gnagnon. Et il y avait aussi Wissam Ben Yedder. Donc, on était 4, si je ne dis pas de bêtises. Tu les as croisés à l'aéroport, en fait. Non, pré-saison quand même. Non, je dirais que globalement, si tu veux, c'était plus facile de se fondre dans le groupe parce que c'était un groupe complètement nouveau, en fait. Il y avait 10 joueurs quand je suis arrivé en tout cette saison. Il y avait 10 nouveaux joueurs. Donc, si tu veux, aussi, ils étaient dans un truc d'intégration. Donc, forcément, c'est les Français avec qui le feeling est mieux passé parce que il y avait, même si j'avais une petite base en espagnol, pas mal, il y avait quand même barrière de la langue. D'ailleurs, je parlais plus en anglais puisque je me débrouillais mieux que espagnol parce qu'il y a pas mal d'anglophones. Mais ouais, les Français avec Amadou, avec Ibrahim, ça a bien collé, avec Seb Corchia aussi. Avec Wissam ou avec Joris. Mais sinon, vraiment, comme je disais, super groupe. Les mecs super ouverts. Après, il faut du temps, tu sais, pour discuter un peu avec tout le monde, pour se fondre dans le groupe. Et puis, moi, je suis pas quelqu'un qui est très extraverti, plutôt même introverti. Donc, c'est pas vraiment moi qui vais vers les autres. Donc des fois, je me suis un petit peu forcé pour rentrer en contact, etc. Mais c'est pas dans ma nature généralement. Donc, ça se fait plutôt par le terrain. Je vois là qu'il y a une question aussi, comme on parle de tes coéquipiers. Je veux pas spoiler la question de Valentin, mais je pense que tu pourras enchaîner. Je pense que tu pourras enchaîner avec ta question derrière. C'est pas exactement la même. Ouais, mais si tu veux, il y a Top Girondin là qui pose la question. Qu'est-ce que tu penses de la saison incroyable de Lucas Ocampos? Était-il, avec le recul, pas apprécié à sa juste valeur à Marseille selon toi, ou peut-être était-il juste mal entouré à Marseille? Alors je sens un peu l'ironie du Girondin. Le couple, il fait quand même une très belle saison à Marseille. Il fait une belle saison. Une belle saison. Oui, il reste sur une belle saison, on va dire. Voilà. Il part sur une belle saison. Voilà. Il part sur une belle saison. Alors plusieurs choses. Je pense que déjà, ça a été un joueur clé pour nous tout au long de la saison. Sûrement dans le top 3 si tu dois faire un classement des joueurs les plus performants dans notre saison. Plus décisif. Je pense que je sais pas, je dirais pas. Je pense pas je pense qu'il évolue à un autre niveau en fait. Tout simplement, je pense qu'il a eu totale confiance. Et ça, en vrai de vrai, on se rend pas vraiment compte pour les gens qui sont pas à l'intérieur dans le foot réellement ou qui vivent pas ça. Mais un joueur en confiance,
Quand tu es en confiance, limite, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Tu vas tenter des choses que tu ne tentes pas habituellement. Et je pense qu'il a trouvé un cadre parfait. Il a retrouvé pas mal d'Argentins avec qui ça a bien matché, que ce soit avec Ever, avec Franco Vasquez. Il ne faut pas oublier qu'il parle espagnol et à Séville, c'était parfait. Le climat, le contexte, c'est tout ça aussi qui fait que je pense que sa famille était à l'aise, lui était à l'aise, la pleine confiance de l'entraîneur dès le départ. Donc ça a matché direct. Ça a matché direct et il a fait une très grosse saison. Donc je pense pas que ça soit que forcément qu'à Marseille il était mal entouré ou voilà. Je pense juste que là comme on dit, il a step up, il a passé un pas, il a passé un cap, il a joué encore à un niveau au-dessus parce qu'il est encore jeune. Ça veut dire que il s'améliore et voilà. Je pense que l'équipe était comment on joue, c'est parfait pour lui. Donc je suis très content parce que je m'entends aussi très bien avec lui d'ailleurs, qui parle très bien français. Voilà, j'espère qu'il va rester, que l'année prochaine on va continuer à faire des belles choses. Qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui? C'est vrai qu'à Marseille, il est souvent comment dire, encensé pour justement son mental de guerrier. C'est un guerrier, il lâcherait son corps sur le terrain, quoi. Il laisserait sa vie, quoi. Ouais, c'est un top, c'est un mec que tu veux dans ton équipe. Il l'a jamais rien parce que même quand ça peut arriver que des fois où t'es pas en réussite offensivement, mais jamais le travail défensif, il le fait, tu vois. Il fait le tas, bien que souvent on lui dit resserre parce que des fois il a tendance à parfois un peu se déconnecter. Donc souvent le coach il lui dit de bien fermer, mais sinon dans l'effort il est toujours présent. Tu sais que quand il rentre sur le terrain, il va te donner 200%. Il va te donner 200%. Mais je pense qu'on sous-estime aussi sa qualité technique. Beaucoup. Alors moi, j'ai été surpris aussi de le voir parce que pour l'avoir vu à l'entraînement et même en match, alors je regardais pas les matchs de Marseille aussi, on va pas se mentir quand il y était. Je sais pas s'il faisait ça, mais moi à l'entraînement, je l'ai vu faire dans des petits périmètres, des dribbles ou même en Liga. Le gars, c'est pas qu'un guerrier, hein. Il a du ballon, il sait dribbler, il court, il est puissant. Je veux dire, c'est un vrai bon joueur. Il a une bonne finition, il crée énormément. Donc voilà, peut-être aussi il a trouvé le championnat qui lui correspondait. Je pense que c'est plein de facteurs. Mais en aucun cas non plus, c'est comment dire. C'est choquant de le voir à ce niveau parce qu'il arrivait jeune en France, c'était un gros talent. Tout le monde savait qu'il avait du talent. Après, c'est sûr que là, sur cette saison, je pense qu'il s'est révélé que c'est sûrement sa meilleure saison, que ce soit en stats ou en général, c'est la meilleure saison de sa carrière. Et justement, excuse-moi, Alejandro, vu que tu parles de tes coéquipiers, je voudrais savoir, est-ce que pour toi et Carlos, le fait que Bounou soit titulaire en Europa League, est-ce que ça a changé vos repères par rapport à Vaclik, excuse-moi si je le prononce mal? Non, ça n'a pas changé nos repères. Enfin moi personnellement, mais Diego aussi, on a beaucoup joué avec lui en Europa League. Il a eu quand même du temps de jeu. En Europa League, il a fait quoi, je crois, tous les matchs, même avant, parce que quand il était deuxième gardien avant la blessure, il jouait essentiellement l'Europa League, bien qu'il ait fait quelques matchs en Liga. Enfin, je m'entends super bien aussi avec lui. Tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner parce qu'il est marocain, il parle extrêmement bien français et c'est un de ceux avec qui je m'entends le mieux dans l'équipe. Donc, facile de communiquer. Super gardien, pareil, hein, contre Cluj, là où on est passé à 2 doigts de l'élimination, où il fait une erreur de main qui nous élimine, puis au final, le but est refusé parce qu'il y avait une faute en amont. Tout le monde l'a massacré en disant que voilà, si, ça. Et puis au final, tu te rends compte que voilà, quand il a fallu être là, il a fait une fin de saison exceptionnelle. Je suis hyper content pour lui parce que c'est un bon gars, un bosseur, quelqu'un qui, moi, je le dis tout le temps, le poste de gardien, je pourrais jamais le faire, trop compliqué. D'être de cette hiérarchie qui t'as l'impression, tu sais, tu peux faire ce que tu veux, le gardien numéro 1, il va rester numéro 1, tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, je pourrais pas.
Quand tu as l'impression qu'il n'y a pas la possibilité de passer devant, c'est. Je sais pas comment tu te motives d'aller à l'entraînement tous les jours et de dire ouais, vas-y, je vais être le meilleur, mais quoi qu'il arrive, je vais rester sur le banc, tu vois. Super content pour lui. C'est un super gardien et en confiance, bah voilà, hein, tu vois ce qu'il est capable de faire. Manchester, exceptionnel, il fait un Final 8 exceptionnel, hein. Incroyable. Bah, de toute façon, si on passe, c'est seulement grâce à lui. Manchester, sans lui, on peut en prendre 4. Il n'y a pas grand-chose à dire. Exceptionnel. Les arrêts qu'il a eu à faire, il les a fait à chaque fois, même en finale. Lukaku en face à face. Très bon gardien, très bon mec. Super content pour lui. J'espère qu'il va rester, qu'ils vont l'acheter, qu'il va rester l'année prochaine. C'est vrai qu'il est prêté en plus. Je vais te poser la question de Machiavelli The Don qui demande salut. Je ne sais pas si la question, elle n'a pas été posée. Jules, quelle est ta relation avec Julen Lopetegui? Et ça rejoint une question de tout à l'heure d'Itil Pharaon qui nous disait quelles étaient aussi ta relation que tu as pu avoir avec Sosa et quelles sont les différences entre les deux coachs. Alors, premièrement, je vais plutôt commencer sur les choses dans lesquelles ils se ressemblent. C'est les entraîneurs passionnés qui vivent le match à 200%. C'est-à-dire que il sort du match, il a joué, tu vois. Il est en full sueur, il fait beaucoup de steam sur le banc, il est très investi, tu l'entends beaucoup, très vocal sur le terrain. Donc, en ça, ils se ressemblent. C'est des entraîneurs qui ont toujours la porte ouverte si tu veux venir discuter. C'est des entraîneurs qui dialoguent. Et en Espagne, ce que j'ai retrouvé, mais ce qui aussi se retrouve, parce que coach, c'est pas un coach français, ou en France, on a tendance à être vachement dans des cadres, si tu veux. Le coach, c'est le coach, le joueur, c'est le joueur. En Espagne, et avec même les entraîneurs, j'ai l'impression, étrangers, certains, moi je parle de ce que j'ai vécu avec ça, c'est pas le cas. Il y a moins une barrière, tu vois. Le coach est le coach, mais tu peux avoir une discussion avec lui. Ils avaient toujours la porte ouverte quand il s'agit de dialoguer, d'expliquer s'il y a des choses que tu ne comprends pas ou s'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas à l'aise, sans que non plus, on est des joueurs, on sait qu'on ne va pas, dès que tu ne joues pas un match, tu ne vas pas aller forcément direct dans son bureau, ouais, pourquoi je ne joue pas, nanani, nanana, parce qu'au final, il va te dire que tu es un fou, toi. Mais voilà, après, ils ont des concepts de jeu complètement différents. Que ce soit au niveau du pressing, vraiment, ils ont des concepts de jeu complètement différents. Après aussi, ils s'adaptent avec les joueurs qu'ils ont. Mais dans certains traits, ils ont plutôt une certaine ressemblance. Certaines ressemblances qui vivent très, très, très intensément les matchs. Et je rebondis sur ce que tu dis. On le ressent beaucoup, son côté humain. À cette finale, justement, à la fin du match, où on le voit en larmes, on a senti qu'il a vécu à fond ce moment. Et cette belle image avec Vaclik, justement, pas qu'il le console, mais on sent vraiment que le lien est très très puissant avec les joueurs. Et c'est pour ça aussi que ça a marché, je pense, certainement cette saison pour vous. Bien sûr. Je pense que aussi c'était le métier de coach, c'est super difficile. Je trouve que c'est super difficile. T'es en permanence sous pression. Parce que nous, on parle de pression quand on a des grands matchs, etc. Mais eux, c'est une pression quotidienne. Ils doivent gérer un groupe à chaque fois qu'il y a une défaite ou un mauvais résultat, etc. L'équipe joue mal, c'est pour ta pomme. Ils sont au front. Donc, c'est vraiment un métier difficile et je pense que c'était du soulagement. Puis aussi, il faut connaître la situation en Espagne. C'est parcours difficile avec la sélection. C'est pas, on va dire, un entraîneur quand il a pris que tout le monde a validé, que beaucoup aimé, parce qu'il a quitté la sélection pour aller au Real. Au Real, ça s'est pas super bien passé. Donc voilà, je pense que c'est il quitte la sélection. C'est le seul entraîneur qui est viré en ayant perdu 0 match en 2 ans avec l'équipe d'Espagne, quoi. Et 3 jours avant le début de la compétition. Et je sais pas, ça revient à la même chose. Je pense que c'est un coach. Moi, je le suis parce qu'en plus, il est d'origine basque, donc je le suis précisément mal. En français d'ailleurs. Ouais. Et il a souvent été dans l'ombre quand il a démarré sa carrière. Il était le numéro 2 derrière le gardien qui était le gardien de la Real Sociedad de l'équipe d'Espagne, le célèbre Arconada.
Après, il est parti au Real Madrid, il était numéro 2 de Paco de Bouillot. Et à chaque fois, il a dû bouger. Il est passé par le Barça aussi. Il a dû à chaque fois bouger dans des clubs médians, voire des petits clubs. Et d'ailleurs, il arrache une sélection début des années 90 quand il était à Logroño. Et ce mec-là, il n'a jamais eu la truc facile. Je ne sais pas si vous vous rappelez sa conférence de presse où il s'en va de la sélection. Même si tu n'es pas espagnol, tu as la larme à l'œil parce que tu vois, il est dégoûté, quoi. En fait, il part, c'est son rêve de gosse. Il a d'aller à Madrid. Il pense que ça va pas le faire. Il pense que voilà, donc il préfère le dire. Et puis ça part sur un malentendu. Et donc voilà. Et après, il passe derrière Zizou à Madrid. Et à Madrid, t'as pas le temps, quoi. Donc c'est vrai que ce côté espagnol, en Espagne, moi, je suis très content pour lui. Et ça m'étonne pas qu'il ait eu ces larmes-là. Je pense qu'il est remonté. C'est mérité. Un très bon coach, c'est une récompense aussi pour lui pour l'excellent travail qu'il a fait avec le groupe. On a une très bonne relation de confiance. Comme je l'ai dit, il parle français aussi. Donc au début, on discutait en français, maintenant en espagnol, mais j'ai senti immédiatement cette confiance. Je l'avais dit en interview, mais le premier jour où j'arrive, je passe la porte du vestiaire. Il me salue, il me dit viens dans mon bureau et de suite il me dit on est super content que tu sois là. On te voulait vraiment. Il m'assoit et il me dit regarde, j'ai regardé énormément de tes matchs et il me sort des matchs de Bordeaux, il me sort des palais, des actions séquencées. Il me dit regarde ici, je pense que tu aurais pu faire ça, tu aurais pu être positionné comme ci, comme ça. Tu vois, dès le premier jour, j'ai senti que j'avais la confiance du coach, que réellement il me voulait, alors que bien sûr, ça allait être. Je me suis pas dit, wow, c'est bon, je vais arriver, je vais jouer direct, tranquille. Mais même quand ça m'a aidé à me dire, quand je démarrais pas, etc., je me suis dit, ok, ça va être une épreuve parce qu'il y a de la concu, mais je sais qu'il a confiance en moi, tu vois. Je sais qu'il compte sur moi. Et que quand je vais être prêt ou quand il va pas hésiter à me mettre et que je vais jouer. Il fera tout pour que tu donnes le meilleur de toi-même, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour saluer le Séville FC France qui nous passe un coucou et qui nous a partagé sur Twitter, qui nous passe un coucou en live. Et ils te disent beaucoup d'amour de la part du Séville FC en France. On te soutient depuis le début. Ouais, je vois ça. Je suis souvent sur Twitter et d'ailleurs, je prends le temps pour. Je sais pas qui se cache derrière la seconde, mais je le remercie puisque c'est vrai qu'il m'a beaucoup d'encouragement. Donc, ça fait plaisir. Et ce, depuis le début, c'est vrai. Il y a aussi il y a beaucoup de Bordelais qui t'envoient des messages d'amour, hein. Et il y en a un c'est Ichi Pharaon aussi, que je salue d'ailleurs, qui envoie une petite question qui est fort intéressante. Après, tu n'as peut-être pas la réponse, mais il parle de Luc de Jong. Non, mais il parle de Luc de Jong, qui a longtemps été annoncé à Bordeaux, ce qui est vrai. Il a d'ailleurs failli signer. Est-ce qu'il t'a raconté les coulisses de ce transfert loupé, c'est-à-dire refus de Gourvenec au dernier moment et Poyet aussi qui a refusé? Est-ce qu'il t'en a parlé? J'en ai discuté rapidement avec lui, mais alors, et c'est super vrai, je suis pas rentré dans les détails, mais je lui ai dit ouais, tu devais signer à Bordeaux, etc. Il m'a dit ouais, ça s'est pas fait au dernier moment. Il m'a expliqué relativement succinctement que c'était avec la direction qu'il y avait eu un changement et que ça il s'était pas super bien comporté. C'est tout ce que je sais. Je suis pas rentré plus que ça dans les détails, mais c'est vrai que je me souviens quand il était annoncé à Bordeaux et qu'au final au dernier moment ça s'est pas fait et qu'ils ont préféré recruter Nico, non Nico de Pré. Et donc voilà, mais je suis pas rentré plus que ça dans les détails. Et puis au final, le coach qui le voulait, le coach Gourvenec, il est parti peu de temps après. Et Poyet, je sais que le mercato d'après, c'était encore OK à peu près. Et ce coup-ci, c'est Poyet qui voulait pas a priori aussi. Donc bonne question, mais je suis pas rentré plus que ça dans les détails. Désolé. D'accord, merci. Et je vais te donner juste la précision. Du coup, les personnes qui tiennent le compte de Séville, c'est MZ et Juan. Donc voilà, on vous dit une bise à vous, les gars. Il sait tout, ouais. J'avais une petite question pour toi, Jules, aussi sur la Liga globalement.
Et je crois qu'elle est revenue dans les commentaires sur le chat. Bon, tu as croisé énormément de joueurs de classe mondiale dans ce championnat. Je vais être, on va dire, taquin. Je veux pas que tu me dises Messi. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné, hormis Messi? Ou les joueurs les attaquants, enfin même des milieux de terrain, mais des mecs qui t'ont marqué, quoi. Ok, en Liga, hein, donc. Ouais, en Liga. Benzema. Ouais. Benzema. Déjà, rien que sur le premier match, quand ils ont joué ici à domicile, j'étais sur le banc, j'ai pas joué, mais bon, j'étais très attentif. Et ses déplacements, sa qualité technique, tout. Il a tout, je veux dire. Il a des appels de balles. Je me souviens le but qu'il nous met ici, qu'il nous met au Pizjuán. C'est un centre venu de la droite. Il fait appel au premier poteau. Et si tu veux, tu sais, quand tu es défenseur et que tu es en 1 contre 1, entre guillemets, tu es en train de reculer vers ton but, tu es en 1 contre 1 avec l'attaquant, tu l'as d'un œil, mais tu es obligé de regarder le ballon en même temps. Il fait appel premier poteau et en fait, dans la foulée, il se replace. Il fait pas décalé, il se replace deuxième poteau. La balle arrive deuxième poteau, il met une tête côté opposé. Qualité d'appel incroyable. Ouais. Très fort. Et honnêtement, si tu m'avais pas dit, tu m'avais pas enlevé Messi, je t'aurais dit Messi. Parce que même si contre nous, au match retour, le match où on joue, on l'a super bien cadenassé, il a perdu beaucoup de ballons parce qu'on était très dense dans l'axe et que le Barça, là où ils te font mal, c'est dans l'axe, hein, parce qu'ils n'ont pas des latéraux qui vont jusqu'à la ligne. Et souvent, les centres, il n'y a pas grand monde à la réception. C'est souvent des centres en retrait pour Messi qui arrive et qui met pied gauche. Mais sinon, Messi. Sinon, Fekir aussi. Mais je l'avais déjà dit quand il était à Lyon. J'aime beaucoup. Qui d'autre? Je suis en train de réfléchir un peu. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais, non, il y a énormément de bons joueurs. Et même, je ne cite pas des joueurs qui… il y a des joueurs aussi qui sont pas forcément des noms, mais qui ont une grosse vista. Des joueurs qui te cassent des lignes. J'ai beaucoup aimé aussi quand on a joué contre lui à Villarreal. Moreno? Non, je parlais d'un milieu qui était très bon. Les 2 rencontres où on a joué, il jouait. Je me souviens plus son nom. Andy, ça. Ah, Zambo. Ah, Zambo, ouais. D'accord. Ça va faire plaisir aux Marseillais, ça. Ah, désolé, hein, je ne fais pas attention, mais non, franchement, il y a énormément de bons joueurs. Mais si je devais t'en citer quelques-uns, je te dirais Fekir, Benzema, et voilà. Après, au Barça. Non, ouais. Je vais te poser une question qui a été posée. Et on en avait préparé une plus ou moins pareille. Et c'était pour demander, salut Jules, félicitations pour l'Europa, c'est Mirmax United qui le dit. Tu peux nous faire un résumé d'une journée type dans ta vie de footballeur, début de journée, entraînement, etc. Comment ça se passe une journée type? Vous allez être surpris, mais c'est pas bien passionnant. Hein. Le matin, je me lève. La plupart du temps, on s'entraîne le matin. Donc, je me lève, je vais à l'entraînement, je petit déjeune là-bas. Après, je m'entraîne. Souvent, on a des vidéos un peu avant les entraînements, généralement. Quand même, on fait pas mal de vidéos. On s'entraîne. Après, je mange pas en conditions normales, hein, pas avant le Covid. Après, je mange là-bas. Et l'après-midi, je rentre à la maison. Et la vérité, c'est que je me repose. Déjà, il fait extrêmement chaud la majorité du temps. Et je me repose. Et c'est rare quand on double en saison. Donc je me repose et pas grand chose de plus, hein. En vrai de vrai, ma vie, faut pas fantasmer dessus, c'est pas je m'entraîne une demi-journée et puis après je me repose. De temps en temps, je mets un petit peu, comme j'ai la chance d'avoir un gymnase, je mets un petit peu de muscu, un petit peu de sport un peu l'après-midi. Voilà, hein. Rien de très spécial, hein. Mais si on devait définir, c'est quoi les passions de Jules Koundé hors Ah, mais attends, Nando, ça fait 5 minutes. Nando, vas-y, Nando. Parce qu'on a Thomas Touré sur le chat. Oh. Le petit Trazy Toms qui te demande c'était qui le meilleur pongiste au vestiaire à Bordeaux. C'est lui, mais t'es pas obligé. Ah, il y avait du niveau, hein. Il y avait du niveau. C'est vrai qu'il jouait bien. Il jouait bien. Bon, après, aussi, il jouait contre des joueurs. Bon, vas-y.
il jouait contre Youssouf Sabaly, pas très bon au ping-pong. Mais j'étais encore un petit peu timide, un peu jeune pour venir trop le défier au ping-pong, mais c'est quand il veut. C'est quand il veut. Ouais, bon, et pour revenir, j'avais une question, j'avais levé le doigt avant, tu sais, parce qu'on lève le doigt, tu sais, comme ça. Mais dans la lignée, excuse-moi, ça va être un tout petit peu redondant, mais par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que disait Valentin, te posait la question, le mec le plus impressionnant que tu avais rencontré, celui qui t'avait le plus impressionné, moi j'ai, dans le même style de question, si tu avais un joueur, alors rêver, c'est le grand mot, avec quel joueur défenseur central français tu aimerais jouer, avec qui tu kifferais de jouer, et avec quel défenseur central étranger tu kifferais jouer? Si tu avais une paire hors, tu vois, hors tes camarades, si après tu devais bouger. Qui joue maintenant. Ouais, qui joue maintenant. Un Français et un étranger, avec qui vraiment tu kifferais de jouer? Français, je te dirais Varane. De toute façon, tout le monde le sait, ceux qui me suivent, que j'aime beaucoup comment il joue. C'est un des joueurs que je regarde beaucoup, dont je me suis inspiré et je m'inspire. Et étranger, c'est pas facile. J'aime bien Thiago Silva. J'aime bien Thiago Silva. Thiago Silva aussi très fort. D'accord. Ouais, je te dirais ça. Je rebondis parce qu'on est dans les défenseurs centraux. Je suis un grand fan de Sergio Ramos. En vrai, qu'est-ce que ça dégage, Sergio Ramos? Il a marqué énormément de buts. Je pense que c'est un modèle pour toi, un défenseur but. Aussi, bien sûr. Comment il est sur le terrain? Il a l'air d'être impressionnant. Le charisme. Ouais. C'est charismatique. Tu sens que c'est l'âme de l'équipe. C'est l'âme de l'équipe, c'est le capitaine, c'est lui qui de par sa communication. Ramos, je sais pas si c'est quoi. Ouais, il dégage du charisme, il impressionne, il est imposant sur le terrain, et puis voilà, il est très vocal aussi. Je pense que, comme je disais, c'est un vrai capitaine, c'est un vrai leader. Et puis voilà, chaque fois qu'il y a une phase arrêtée, tu es obligé d'être attentif parce que tu sais qu'il peut te punir n'importe quel moment, spécialement quand ça compte. Donc, non, impressionnant. Toi qui veux marquer des buts la saison prochaine, il a marqué une dizaine de buts. Beaucoup sur penalty, certes, mais c'est un modèle, je pense, pour toi dans ses déplacements, dans la surface, etc. Non, bien sûr, il a, au-delà de ses déplacements, il a un vrai jeu de tête. Un vrai bon jeu de tête, donc bien évidemment, mais je vais le travailler. Sûr que d'ici quelques temps, alors ça sera peut-être en année, mais j'aurai un très bon jeu de tête et je vais marquer beaucoup plus que l'année prochaine, tu reviens nous voir et tu nous fixes combien de buts quand c'est l'année prochaine? J'ai validé 5. Allez, la manita, là. Allez. On va commencer 5 TTC. Okay. Sergio Ramos, les gars, on note. Sergio Ramos qui a été formé à Séville, on te souhaite la même carrière et surtout la même réussite. Hein. Je suis sûr que sa carrière, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. On a la relève là. Moi, je voulais te demander aussi, du coup, ce que je te demandais tout à l'heure. Qu'est-ce qui définit Jules Koundé en dehors du football? C'est quoi tes passions? C'est quoi qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie de tous les jours? Je suis cinéphile. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup regarder des films. Je regarde énormément de films. Je pense aussi, c'est pas une surprise, j'adore le basket. C'est ma deuxième passion après le foot. Je mange beaucoup de basket tous les jours. Une équipe en particulier ou pas? Une équipe en particulier? Ouais, mais vas-y, elle est pas au top. Je vais le dire. Les Cavs, parce qu'en vrai, je suis passionné de basket, mais c'est arrivé sur le tard. J'ai commencé à regarder en 2016, c'était pendant mon bac. Tu as commencé avec les Browns, quoi. Tu étais à fond. Exact. Je vais en profiter, je quitte 2 secondes, je vais vous montrer un truc. J'arrive, continue. Et là, il t'amène les Browns, il est dans sa piole.
Il attend en coulisses là, depuis tout à l'heure. Non, j'ai commencé le basket avec les Browns. Mon premier match, c'était le game 7 des finales. Joli ça. Joli, joli. J'ai quelques gears aussi de Cleveland. Obligé. T'es allé voir un match de Cleveland? T'as eu l'occasion? Ouais, je suis allé voir. Alors, j'aurais adoré. Je pense que j'irai un jour. Mais maintenant qu'il y a les Browns, ça a quand même perdu sa saveur. J'aurais adoré aller voir un match à Cleveland, à la Q Arena, à l'époque, au moment où il y avait les Browns, parce que c'était une des salles les plus bouillantes de NBA. Je les ai vus, les Browns, je les ai vus plusieurs fois. J'ai vu les finales en 2018 contre les Warriors à San Francisco. Et j'ai vu. Non, les Browns, du coup, je l'ai vu qu'une fois. Et j'ai vu les dernières finales à Toronto. J'ai été à Toronto, à la Scotiabank Arena. Donc, tu n'es pas resté. Tu n'as pas suivi les Browns, tu es resté sur les cases. Non, je reste sur les cas, je suis fidèle, même si c'est difficile. Il y a encore des joueurs que j'aime bien. Kevin Love, même si j'ai l'impression qu'il va être sur le départ. Bon, ça va être difficile. Non, j'ai commencé avec eux, donc voilà, je suis resté fidèle, bien que c'est dur. J'avoue que c'est dur. On est une des pires équipes de la ligue, mais on a des bons jeunes. Je pense que voilà, avec des bons draps, avec des bons pics, ça va mettre du temps. De toute façon, quand tu perds les Browns, je veux dire. Les Browns, il te fait passer une équipe. Toutes les équipes où jouent les Browns, je veux dire, c'est un prétendant au titre. Donc, coup dur quand il est parti. Mais voilà, après, c'est mon joueur préféré. Donc, bien sûr que je le suis à distance. Mais sinon, ma deuxième équipe que j'adore, c'est Portland. J'aime beaucoup Portland. Je suis un grand fan d'Annie Lillard. Puis, il y a plein de joueurs que j'aime bien dans cette équipe. J'aime McCollum. Là, ils ont Carmelo Anthony aussi. Nourkic. Ils ont une bonne équipe. Je pense pas que ça soit suffisant contre les Lakers, mais voilà. Mais justement, tu vois, le cinéma, les séries, je passe beaucoup de temps. T'aimes beaucoup. T'es très casanier, alors t'aimes bien la tranquillité. Ouais, hyper casanier. Après, ces derniers temps, t'as pas eu trop le choix. Mais casanier. C'est pour ça que quand on parlait du confinement, comment je l'ai vécu, bien que j'étais seul et que les 10 derniers jours, ça commençait à faire long, c'est ma routine. Moi, je reste beaucoup à la maison, donc ça ne me dérange pas forcément. Et justement, j'en profite sur le chat, on a posé ces petites questions rapides, comme Twitch aussi, on en parle beaucoup sur Twitch de ce jeu-là. Jeux vidéo, t'es plus FIFA ou PES? Non, FIFA, PES, c'était avant. Hein. Très bon choix. Il y a des gens qui jouent à PES ici, là? Moi, FIFA, moi c'est pute. Non, vrai de vrai. La dernière fois que j'ai touché un PES, c'était. Moi, je suis passé à FIFA à partir du 10. Pareil. Le dernier que j'ai eu, c'est le 8. C'est Thierry Henry dessus ou c'est Drogba? Je crois que c'est Drogba. Je crois que c'est Drogba, ouais. Ou c'est peut-être le 2006, peut-être. Non, c'est Henry, je crois. C'est Henry, hein. C'est Henry 2008. Drogba, moi, je suis plus vieux, mais le dernier PES que j'ai touché, c'était le PES 6. Et c'est quand il y avait l'Inter avec Adriano et tout ça. Tu sais, l'Inter qui gagne. Tu sais, l'Interiste. L'Inter qui gagne. L'Interiste était heureux. Cette équipe ils étaient injouables. Du milieu du terrain à PES, ça finissait en lucarne. Adriano, c'était n'importe quoi. Mais même, ils avaient une équipe là, Zlatan, Recoba, Zanetti, Martin, Cruz. Donc tu te fais des sessions FIFA là à fond là. Alors en vérité, je joue à FIFA, je joue que quand il y a des potes. Je fais pas de carrière, je fais pas foot. Ouais. Ou fut, je sais plus comment. À chaque fois, mes potes ils me vannent parce que je prononce pas bien. Fut ou foot. Fut. Donc j'ai tâté un peu quand on a joué à Club Pro vite fait, mais c'était plus pour faire plaisir à mes potes. Mais je saigne beaucoup plus Touquet. Je suis jeux vidéo en vrai de vrai. J'ai jamais été. J'ai toujours été jeux vidéo de sport. Que ce soit à l'époque Virtua Tennis. Après sinon des jeux auxquels on a tous joué, Crash Bandicoot. Et un de mes jeux préférés que j'avais sur la Play 2, et c'est un des seuls jeux auxquels je joue, c'est Red Dead Redemption. D'accord. C'est long. Non, mais de toute façon, il faut le dire, les carrières sur Touquet, c'est quelque chose comparé à FIFA, ça n'a rien à voir. Hein. Touquet, il y a deux mondes d'écart entre les deux. Et non, mais...
Vas-y, je t'en prie. Juste pour revenir à tes passions, c'est quoi ton film préféré? Difficile ça. Ou ta série préférée du moment? La série du moment, tu conseilles au mec. Alors, ma série, c'est différent. Série du moment. C'est pas pareil, je suis d'accord avec lui. C'est pas tout pareil. En ce moment, En ce moment, je suis sur rien, mais ma série préférée, c'est The Wire. Très bon choix. Ma série préférée, The Wire. Incroyable. Je valide. Moi, je voulais te poser une question. Bon, peut-être que tu auras quelque chose à nous raconter sur ce fameux Final 8, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Parce que nous, on aime les anecdotes. Et est-ce que si tu avais une anecdote à nous raconter que tu n'aurais jamais racontée, quelle serait l'anecdote que tu nous raconterais là, en exclusivité chez AS Foot? Il faudrait. J'ai vraiment une super mauvaise mémoire. Une anecdote à me raconter. Celle-là, je crois que je l'ai déjà racontée. Ouais, vas-y. C'était quand j'étais à Bordeaux, si je me souviens d'un entraînement. Tu l'as raconté chez moi sur notre live. Mais je t'ai raconté celle sur le terrain. Moi, je t'ai raconté les deux en fait. Mais celle-là, elle m'avait marqué. Elle est bien. Sinon, des anecdotes, j'avoue. Franchement, ça, je suis super mauvais, les mecs. Il faut me demander de les réparer avant et d'y réfléchir. Il s'est rien passé dans la nuit de vendredi à samedi. Me concernant, moi, tu sais, c'était quoi? On est rentré à l'hôtel, on a fêté un petit peu à l'hôtel, etc. Ça chantait, on a mangé et au lit. Au lit direct. Après, je ne suis pas responsable de ce qui a pu se. T'as pas mis une caméra embarquée sur Ocampos, c'est la clique, quoi, en fait. Je pense que voilà, ils ont dû bien profiter. Hein. Ils ont dû bien profiter. Si ceux qui le suivent ont vu qu'il y avait des petits yeux quand il a fallu se lever. Il y a un truc que j'ai raconté, qui est sorti et qui a fait beaucoup de bruit, qui a été repris notamment, c'est l'anecdote là sur Banega. Alors, je crois qu'il y a eu un malentendu. Le journaliste, il m'a mal compris quand j'ai dit que c'était vrai, c'était après Manchester. Où de toute façon, Banega a fait une saison incroyable et c'est un joueur, c'est le meilleur joueur avec lequel j'ai évolué pour l'instant. Trop fort. Et donc, si je ne me trompe pas, non? Aujourd'hui, il n'a pas été annoncé en Arabie Saoudite. Non, mais c'est officiel. Il s'en va du club. On a eu la chance de pouvoir l'avoir pendant justement la fin de la saison parce que normalement son contrat était censé finir en juin. Mais en fait, je lui ai dit en rigolant après le match contre Manchester, je lui ai dit vas-y, reste à Séville et tout, si tu veux, je te donne un peu de mon salaire. J'ai vu ça. Que c'était de l'humour parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui disent il a trop un grand cœur, quel homme, nanana. Généreux les mecs, mais. Ouais, mais ce que tu dis pas, c'est que tu lui as fait un prêt après tu prenais un pourcentage sur ce qu'il allait prendre en Arabie Saoudite. Là. Hein si toute l'équipe s'y met, bon, pourquoi pas. Mais moi, non, les mecs. Non, pas jusque-là. Quand tu vois ce joueur, on n'en a pas assez parlé, mais c'est quel putain de joueur. Putain, tu regardes ça, tu as l'impression. C'était lui le métronome, le tempo. Il décide d'accélérer le jeu. Ça accélère, il pose le pied. C'est dingue. C'est dingue. Je pense que des joueurs comme ça, t'en as plus beaucoup. Hein. Je sais des joueurs qui sont aussi à l'aise à la construction, qui te cassent des lignes, aussi à l'aise balle au pied, dans la façon de protéger son ballon et de jamais le perdre et d'avoir l'impression que même s'il y a 1-2 joueurs qui les pressé, il ne s'affole jamais. Il me fait penser à Verratti. Jamais affolé le gars. Il près de sa surface, un joueur dans le dos, ça vient. Il met le corps en opposition. Il a une technique, le ballon et qui passe ses pieds. C'est pas un monstre physique, tu vois. Non, mais pas grand, mais costaud des jambes. Hein. Il a un bras, c'est comme Messi, on dit oui, si, ça. Je peux te dire que Messi, tu viens en contact
au niveau des jambes, ils tombent pas, les gars. Ils ont un bas du corps très costaud. Donc, non, ça va être difficile. De toute façon, je pense pas qu'on trouvera un joueur. On a un très bon effectif. On a des joueurs qui sont capables de le remplacer, mais tu ne trouveras jamais un deuxième Banega. C'est un mec qui prend énormément de risques et je pense qu'il y a plein de coachs. Maintenant, ce genre de joueur, c'est un peu en train de disparaître. C'est genre cette espèce de métronome de numéro 10 qui plusieurs fois, je dis, il a décidé du match. Je me souviens du match contre Valence où on perd 1-0. Non, pas. Attends, Valence ou non, non, Valence, on les a joués à domicile. Où il met un coup franc, il met une passe D. Je sais plus. C'est là, en fin de saison, c'était un match important parce qu'on jouait pour la Champions League et puis on était mené 1-0, puis on gagne 2-1. Et c'est lui qui met le coup franc et qui met une passe décisive. Je veux dire, comme tu as dit, c'est lui qui contrôle le tempo. Voilà. Et puis, tu as l'impression qu'il est au ralenti, mais en fait, même si sur ses pas, il est au ralenti, mais toutes ses passes, elles accélèrent le jeu. C'est dingue. Ça accélère le jeu parce qu'en fait, il est en permanence. Il est en permanence dans la recherche du déséquilibre, dans la passe qui va casser des lignes tout le temps. C'est-à-dire que des fois, même moi il vient chercher très bas, moi qui aime bien relancer, etc. Des fois, il vient chercher dans mes pieds, etc. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, des fois, je lui dis, mais après, il te sort des passes aussi. Bon. Il y a C'était le match contre l'Athletic Bilbao. Ouais, voilà, l'Athletic Bilbao, exactement. Séville FC l'a dit aussi dans les commentaires. Moi, j'étais en train de chercher. Voilà. Et juste, là, je vais te poser quelques petites questions. C'est ce qu'on fait avec chaque invité. C'est des questions fast-food, tranquille. Ça marche. Et juste avant de jouer, j'avais une toute petite question. Est-ce que tu regardes des mangas? Alors, très peu. J'ai des potes qui sont à fond dedans. Je regarde pas de manga, mais en fait, je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Je pense qu'il faudrait que je m'y mette. Des Titans, n'hésite pas. Commence, je vais kiffer. Le seul truc que j'ai regardé, mais c'était un animé, et j'ai kiffé, c'était Death Note. Oh ouais, moi aussi. Je viens de le finir, c'est extraordinaire. On va passer au petit quiz J'ai un pote qui. Là, je voulais partir au Japon s'il n'y avait pas eu le Covid. J'ai un pote qui a à fond manga, à fond animé. Et je me suis toujours dit, il va falloir que je m'y mette. C'est vraiment cool. Hein. Franchement, c'est vraiment cool. Toi, en plus, qui aime bien le cinéma, les séries, etc., c'est plein d'ambiance, c'est plein de manières. C'est un monde que tu kifferas, je pense. On te l'espère l'année prochaine pour les JO. Comme ça, tu es tranquille. Ouais. Du coup, ils sont maintenus à Tokyo, les JO? Oui, l'année prochaine, normalement. Pour l'instant. Exactement. Ouais, c'est très lourd. En plus, le Japon, j'aime bien découvrir de nouvelles cultures. Ils sont très forts aussi. J'aime bien les vêtements. Ils sont très forts. Ce qui est les vêtements, jeans, tout ça. Ils sont dans le textile, ils sont bons. Donc, c'est un très beau pays. Hein. Toi, d'ailleurs, tu as été dans un très beau pays, au Portugal. Qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Je suis allé au Portugal en pré-saison. En pré-saison. En pré-saison, nous, on était en Allemagne, sinon, mais en pré-saison à Faro, j'ai trouvé ça énervé. J'ai bien aimé. Après, sinon, je ne suis pas allé plus que ça. Il faudrait y retourner. Alors, vas-y, je t'en prie, Sofiane. Merci. Alors, je voudrais savoir quel est le match où tu t'es senti invincible, vraiment hors norme. Tu t'es dit, personne ne peut passer, je suis injouable. Le match, vraiment. C'était même pas un match. Tu veux que je te dise, c'était même pas un match en pro, c'était un match en Gambardella avec Bordeaux. Ouais. Et je pense que tous mes coéquipiers, tous mes potes là, de ma génération 98, ils m'ont ressorti tout le temps. Gambardella, je dirais que c'était un 16e de finale, c'était contre Niort. Incroyable. Il n'y a rien qui passait. Je me souviens, face à face, je suis sur la ligne. Genre, notre gardien est éliminé. Je me suis sur la ligne. Comme j'aime beaucoup faire, ça vient de là, en vrai, en formation et tout, quand j'aimais bien suppléer le gardien des fois. Je suis sur la ligne. Le gars est au point de pénalty. Il met une frappe croisée sur ma gauche et je l'anticipe un peu et je la sauve du bout du pied. Genre, ce match-là, invincible. Il ne pouvait rien nous arriver. Rien m'arriver. Ok. Et ensuite, le joueur qui t'a le plus mis en difficulté lors d'un match. Vraiment, tu
t'es dit, j'y arrive pas, ce joueur. Benzema. Non, même pas. En vrai, c'est difficile parce qu'il y a. Quand j'ai fait des matchs difficiles où il y a eu des erreurs, etc., c'est souvent moi qui me met par une relance, etc. Mais il y a jamais, ça ne me vient pas en tête un match où de A à Z, j'ai été en difficulté dans tous les, ou par un attaquant en particulier. Ok. Ensuite, le stade qui t'a le plus impressionné hors le stade de Séville, bien sûr. Même en France. Même en France. Bon, en France, bon, ça va pas me faire plaisir aux Bordelais, hein, mais le Vélodrome, c'est quelque chose. J'allais le dire. Mis à part le fait que voilà, le Vélodrome, bon, de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est spécial. Après, en Espagne, le Bernabéu, le stade de l'Atlético aussi, très beau stade. Après, vas-y, il y a des matchs où celui de Bilbao, archi beau, etc. Mais on a joué sans public, donc bon. Mais San Mamés, la cathédrale, quand il est plein, celui-là, c'est un truc de ouf. Hein. Ouais, de ouf. Mais beaucoup à l'intérieur de l'équipe et les physios et tout, les kinés de ça me disaient que pour eux, c'est le plus beau stade de Ligue 1. C'est un des meilleurs où il y a les meilleures ambiances. Il a été refait à neuf, mais il est resté dans l'esprit de ce qu'il était, il a appelé la cathédrale, et avec une ambiance particulière, très, 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 très chaude. Et un stade à l'anglaise qu'ils ont fait à neuf, mais c'est vrai que c'est un sacré stade. Ouais. Et sur le Bernabéu, est-ce que on chante vraiment, ou moi j'ai l'impression que les Espagnols c'est très observateur et il n'y a pas de chant comme au Vélodrome, quoi, par exemple. Le mur blanc, c'est quand même particulier. En fait, c'est qu'il est il est très vertical, il est très en hauteur, et c'est assez impressionnant. Mais non, bon, après, par contre, bon, je suis obligé de le mettre. Le Pujol, quand il est, enfin, même en général, c'est la folie. La folie que quand tu rentres et qu'il chante l'hymne là, c'est incroyable. T'as des frissons. Parce que c'est a cappella et t'as tout le stade. Généralement, il y a minimum 30-35 000 personnes. Peu importe le match. C'est de la folie. C'est de la folie. Sevilla contre le Betis, ça doit être quelque chose, non? J'ai pas encore vécu au Sanchez-Pizjuán, mais déjà, l'atmosphère du derby, j'ai jamais vu ça. La folie. La folie. J'en ai des vrais souvenirs. Plus on a gagné. C'est vrai. Et ensuite, deux petites dernières questions. Quel est le joueur le plus fêtard dans le vestiaire de Séville? Vraiment, il y a des clients. Il y a des clients. Il y en a certains qui se disputent la première place. Non, fêtard, mais qui aime bien sortir, qui aime bien la fête. Il y a, je dirais, Mounir. Mounir, il aime bien, c'est celui qui un peu gère tout, tu vois. À Séville, c'est lui qui veut sortir, celui qu'il faut contacter. Après, il y a Goudel aussi. Quand il était là, il y avait Ronny aussi. Je dirais que c'est après aussi les Argentins. Mais je dirais ces trois-là. Les trois-là. Ok. Et ensuite, pour finir, quels sont tes meilleurs amis dans le monde du football? Ceux avec qui tu fais super. Je pense que c'est un secret pour personne. Hein. Pour moi. Zaidou, Aurel. Aurélien, voilà. Je traduis parce qu'à chaque fois il dit les surnoms. Donc Zaidou Youssouf, Aurélien Chouameni. Et Zaidou Youssouf. Et après, plein avec qui j'ai joué, hein, avec qui je m'entends super bien, qui est passé par Séville, c'est Dabou. Très super mec, mais ami, ouais, Zaidou et Aurélien. Et après, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément signé pro, mais la génération 98, la génération qu'on avait au Girondins, je suis quasiment en contact avec, je dirais, les trois quarts. D'accord, ok. Bah, merci.
Bah écoute, ça fait bientôt 1h, 1h20 qu'on est ensemble. Je vais pareil, je vais te poser une question qui est devenue Alors attends, rituelle. avant que tu la poses, celle-ci, s'il te plaît, parce qu'en général, elle clôture ce live, donc j'aimerais juste, je vais faire un plaisir juste pour la commu bordelaise, et qui a, même si on a eu quelques petites bonnes nouvelles depuis un petit moment, mais il faut leur faire du bien. Est-ce que tu pourrais faire un petit message pour les supporters bordelais, s'il te plaît? Évidemment. Alors, tout d'abord, je tenais à, comme parce que tu l'as dit au début du live, je tenais à les remercier parce que j'ai reçu énormément de messages tout au long de la saison déjà, de la part des supporters bordelais ou pour m'encourager, pour me dire qu'ils étaient fiers de moi, etc. Et ça fait vraiment très plaisir. Et encore plus, j'ai reçu énormément de messages suite à l'Europa League, et sur Twitter, je vois vraiment beaucoup, beaucoup de bienveillance à mon égard. Donc, je tenais à les remercier. Et surtout, voilà, je sais que c'est des moments, c'est des années difficiles et des moments difficiles en ce moment. Mais voilà, j'espère que le club va sortir de cette situation rapidement et qu'il va retrouver la gloire d'antan. Et surtout que les supporters vont se retrouver derrière une équipe, et surtout que malgré toutes les difficultés, notamment les problèmes avec la direction, que tout le monde reste soudé derrière cette équipe, parce qu'en tant que joueur, je sais que c'est pas facile en tant que supporter, mais en tant que joueur, c'est aussi pas facile quand il y a un conflit de direction ultra, direction supporter, parce que forcément, il y a des manifestations, je veux dire, du mécontentement, ce qui est complètement normal et complètement compréhensible. Mais aussi, des fois, c'est l'équipe qui en pâtit. Donc voilà, j'espère qu'ils vont tous rester soudés, que le club va faire une bonne saison, qu'il va y avoir des résultats, et que surtout que Bordeaux va retrouver la place que le club mérite. Merci. Le message est passé et ça ne m'étonne pas de toi. Je sais que c'est pas forcé. Donc, Non, vraiment pas. Très beau message, je pense que ça fera plaisir à tous nos amis bordelais. Et du coup, bah, je vais te poser la question que nous avons l'habitude de poser, c'est à savoir, si tu avais 3 ou 4 personnes à nous conseiller, des joueurs de foot ou des personnes dans le milieu du football, qui c'est que tu nous conseillerais de faire venir? On veut des bons clients. Je veux des bons clients. Des bons clients qui pourraient te raconter des bonnes anecdotes. Franchement, si tu veux des bons clients, bon, déjà, je suis obligé de les dire. Zaidou et Aurel, c'est parce que c'est deux bons clients. Zaidou, comme ça, on dirait, il est un peu timide, etc. Mais quand il est à l'aise avec quelqu'un et avec les gens, il est incroyable, tellement drôle. Aurel, c'est pareil, c'est un comédien. Donc c'est deux bons clients. Thomas Touré, je pense aussi, qui était sur le live, ça sera un bon client. Qu'est-ce que je peux vous donner? est-ce que tu crois qu'un gars, excuse-moi, mais est-ce que tu crois qu'un gars comme Lucas Ocampos, il viendrait? Parce que Lucas, il parle bien. Lucas, il parle super bien français. Franchement, je sais pas. Je sais pas parce que. Mais par exemple, tu vois, si tu faisais la même chose avec et que vous étiez tous Marseillais, je suis sûr qu'il viendrait. Alors là, après, je sais pas. Mais sinon, tu vois, dans la démarche, dans le fait qu'il soit cool, il soit à l'aise, tranquille, sûr qu'un truc comme ça, il prendrait le temps et il ferait. On va le noter et puis on va donc aller DM les concernés. Et puis bah on te remercie. En tout cas, je sais pas les amis si vous avez d'autres questions à poser à notre invité, Monsieur Jules Condé. On va pas plus le déranger, je pense quand même. Non. Et puis voilà. Merci déjà. Il faut savoir que Jules dort 15 heures par nuit, donc il faut le laisser ça. Là, tu m'as appelé. Enfin, j'avais mis le réveil à 20h50.
j'ai sorti le petit page parce que sinon, j'avais tout était aplati. Et, ah, si, justement, il y a juste un truc que je vais vous montrer, histoire de. Ça fait plaisir. Elle est magnifique. Elle est belle, celle-là. Elle est énorme, non? Fais voir sur ta main, elle a l'air énorme. Ouais, elle est assez grosse. Ouais, Incroyable. Incroyable. On te souhaite celle de la Ligue des Champions l'année prochaine. Ah, écoute, voilà. Moi, ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Écoute, la Ligue des Champions, celle des JO, celle de la Coupe du Monde, on te souhaite que du bonheur. En plus, et puis, vous êtes chapeau 1 en Ligue des Champions. Ouais. Non, je pense que si on rajoute, même avec l'équipe qu'on a, etc., je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. On a une bonne équipe, vraiment. Bon, mais écoute, Jules, c'est adorable d'avoir passé, de nous avoir consacré autant de temps. Il faut savoir que ça faisait un petit moment que je t'en avais parlé. Tu as tenu parole. C'était pas évident de venir 72 heures après avoir été champion d'Europe et tout ça. Donc, c'est adorable. En plus, j'ai failli t'envoyer, te mettre un petit taquet parce que la dernière fois que tu as fait le live avec moi sur Insta, tu es passé la veille chez Bein et là, tu es passé la veille chez Téléfoot. Tu me coupes l'herbe sous les pieds. Ça tombe tout comme ça. Au départ, je veux pas aller. C'est un truc qui s'est fait de dernière minute. Carrément, au début, j'ai dit non, j'ai besoin, il faut que je déconnecte, j'ai besoin de rentrer à la maison de foot, etc. Et on m'a dit, bon, quand même, là, tu viens de gagner l'Europa League et tout, ça serait bien quand même que tu fasses un petit, c'est le moment, tu vois, de faire un petit plateau, etc. Ouais. Donc, premier invité de l'émission Le Mag sur Téléfoot, ça restera Jules Koundé, c'est beau ça. Franchement, c'était sympa. C'était sympa, les Bah, Jules, merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire ça. Je voulais souligner un dernier truc. Juste un dernier truc, puisque du coup, Jules et Nando, vous connaissez, et puis Jules, depuis le début, tu nous soutiens. Et vraiment, un grand merci pour la force que tu as su donner dès le début du projet. Et puis voilà, merci à toi de croire en nous et d'être venu aussi. Avec grand plaisir. Je vois qu'il y a plein de retours positifs sur AS Foot, sur l'émission. Donc, je suis content que ça marche et j'espère que ça va continuer encore et que vous allez évoluer et que vous allez devenir big. Donc voilà. C'était un plaisir. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Ça marche. Avec un nouveau. On verra l'année prochaine s'il y a une autre médaille, un autre truc, on espère. Attends, t'as un objectif, c'est les 5 buts. Hein. On les veut. Hein. Les 5 buts. C'est vrai. Les 5 buts, c'est noté. Si tu fais les 5 buts, tu n'as rien. En tout cas, les gars, comme d'habitude, on va se dire au revoir. Et puis Jules, à la fin, je te laisserai le mot de la fin pour tout le monde. Donc voilà, les gars, une fois de plus, une très bonne émission. On se donne rendez-vous mercredi. Est-ce qu'on leur dévoile qui c'est qui vient mercredi ou pas? Vas-y. On peut y aller? Bon, je vais laisser Nando, je t'en prie, c'est toi, j'aime bien quand t'annonces. Donc mercredi, dans l'émission Prolongation, mercredi 20h30, nous aurons le plaisir d'accueillir Thomas Touroud. Donc qui a bourlingué à droite à gauche et qui va démarrer une émission sur la Ligue 1 sur Free, qui s'appellera Free Ligue 1 et qui va nous en parler. Donc voilà, on va passer un bon moment, je pense. Donc les gars, notez bien, mercredi 20h30, AS Foot, les prolongations avec Thomas Touroud. C'était tout pour moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et puis je passe le flambeau à l'interiste. Déjà, merci à Jules d'être venu, c'était super sympa. Je te souhaite plein de bonnes choses. Moi, je te souhaite 7 buts déjà, pas 5. Moi, je suis sûr que tu peux faire mieux. Et si vous jouez l'Inter, t'en mets 2 de plus et il dira rien. J'espère en Ligue des Champions, vous n'allez pas nous recroiser. Hein. J'espère. C'est assez super. Et donc, merci à toi. Franchement, tu reviens quand tu veux. Ça nous fera vraiment plaisir. Et merci au chat, à tout le monde. Et je vous dis à mercredi. Merci beaucoup. Super. Nando, tu finiras. Jules, merci beaucoup. C'était un super moment avec toi.
Merci au chat, merci à tout le monde. Jules, je te souhaite une excellente deuxième saison, je l'espère, à Séville, dans le meilleur championnat du monde. Régale-toi bien et puis merci de ta simplicité. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on a parlé de tout. On a parlé de Death Note quand même dans ça avec Jules Koundé. Donc c'est super. Et merci qu'on reste comme t'es un bon gars. Et j'espère que tu reviendras avec les 5 buts minimum en Liga l'année prochaine. Et merci à tous pour le chat. C'était un super moment et continuez à nous suivre parce qu'il y a d'autres surprises et déjà Thomas Tourou le mercredi. Donc merci à tous. Bon voilà, Jules, merci beaucoup. J'ai le chien qui gueule. Punaise. Ouais, je vois, il fait des ronds depuis une heure, il fait des ronds. Il est en train de hurler. Bon, il veut dire au revoir. Ouais, il t'a dit au revoir en fait. Donc merci beaucoup. On a passé un très bon moment. Bon voilà, je vais pas te dire. Je te dis déjà, tu sais très bien ce que je pense de toi et puis voilà. Et en tout cas, reste toi-même. Tu nous as donné la force, on est là, on t'en donnera aussi. Et puis, merci à tous les gens du chat. Pensez, parlez d'AS Foot, faites la propagande, on a besoin de vous. Et on vous amène on vous amène des gars comme, si on vous amène des gars comme Jules, c'est parce que, voilà, c'est pour vous faire kiffer. Donc, parlez-en autour de vous. Et merci encore, Jules. Et je te laisse le mot de la fin. Avec plaisir. Ben, je terminerai juste sur une phrase que j'aime beaucoup et qui résume aussi notamment la situation dont on a parlé là plus tôt, notamment contre Eibar. Une citation que j'aime beaucoup qui dit « Ne laisse pas le succès te monter à la tête, ni les échecs toucher ton cœur ». On terminera sur ça. C'est très beau, merci beaucoup. Un peu de poésie. Bonne soirée à tous les gars, à bientôt. Salut, ciao. Bye.